N est né en tant qu'évaluateur sans valeur, ce qui l'a conduit à une vie de misère constante. Il a du mal à gagner sa vie et est constamment maltraité par ceux qui l'entourent. Alors qu'il est au seuil de la mort, il décide de faire le grand saut et d'en finir. Quelques heures plus tôt, N était en groupe avec la mage Jolene et l'épéiste Zwad. Il se trouve actuellement face à un rat moyen de New York, et il parvient à le taillader, mais ce n'est pas suffisant pour l'abattre. Il crie alors à Jolene de se dépêcher de jeter son sort, et une fois qu'elle l'a enfin fait, elle le lance sur le rat, le tuant d'un coup de baguette magique. Maintenant qu'ils ont terminé leur combat, Zwad et Jolene commencent à se féliciter l'un l'autre pour leur travail bien fait. Cependant, ils sont loin d'être aussi gentils lorsqu'ils s'adressent à l'évaluateur qu'ils ont amené avec eux. Zwad crie à N de se dépêcher et de faire son travail, mais le poids des bagages qu'il porte, combiné au poids de leurs insultes, le rend difficile à bouger, et N finit par tomber face contre terre. Il est clair qu'il est maltraité, mais malgré cela, il n'a pas d'autre choix que de se relever et de faire docilement son travail d'évaluateur de bas étage. À leur naissance, tous les habitants de ce monde se voient attribuer des emplois par la déesse de la lumière et des compétences par la déesse des ténèbres. En perfectionnant ces compétences, on peut acquérir une multitude de capacités et de pouvoirs. Cependant, les métiers sont transmis génétiquement et ne peuvent donc jamais être modifiés. Ces métiers sont divisés en 3 catégories, rares, très communs et peu communs. Comme vous pouvez le constater, le bas peuplé est une ordure de niveau bronze, et la plupart des gens de cette classe sont cantonnés au rang de paysans ou de marchands. Les parents d'N possédaient une petite boutique d'expertise pour subvenir aux besoins de la famille, mais ils sont morts tragiquement quand N était jeune, et il a dû se débrouiller tout seul. C'est ainsi qu'il est devenu la mule de bâtiment de ces deux-là, et même s'il déteste travailler pour eux, il n'a pas le choix. Il utilise sa compétence d'évaluation sur le rat qu'ils ont tué et découvre qu'il s'agit d'un rat de rang F. Donc sans valeur, bien que sa dent soit de rang D. Ce qui la rend assez précieuse pour qu'N la ramasse. Il essaie d'ouvrir la gueule du rat pour lui arracher la dent, mais la mâchoire ne bouge pas, ce qui va prendre du temps. Zwad et Jolene commencent à s'impatienter, N leur demande donc un peu d'aide pour ouvrir rapidement la gueule du rat. Mais Zwad, vexé qu'N ose demander de l'aide, lui jette une pierre et lui dit qu'il ne vaut rien. N regarde Zwad avec la rage dans les yeux pour ce qu'il vient de faire mais, malheureusement, il n'a pas la force de soutenir cette rage, alors Zwad lui donne un coup de pied à travers le sol, et N est forcé de s'excuser et de demander pitié. Zwad n'a plus envie de frapper N, qui se remet donc au travail en essayant d'ouvrir la mâchoire du rat pendant que Jolene et Zwad se moquent de lui parce qu'il est un sale ramasseur d'ordures. Ils aiment vraiment se moquer de lui, et ils savent qu'il ne peut rien y faire puisqu'il n'y a pas de travail pour un évaluateur comme lui. Si quelqu'un veut connaître la valeur d'un objet, il peut facilement se rendre à la guilde et le faire évaluer avec un objet magique, de sorte que les évaluateurs de bas niveau comme N sont totalement obsolètes. N a entendu tout ce que ces deux-là viennent de dire à son sujet, et il sait qu'ils ont raison. Son talent d'évaluateur ne vaut pratiquement rien, et le seul travail qu'il peut obtenir est de récupérer des pièces pour des crétins comme Jolene et Zwad. Dès qu'N a rangé la dent dans son sac, Zwad lui rappelle que la seule raison pour laquelle ils ont accepté de l'avoir dans leur groupe, c'est parce que Zwad déteste toucher des trucs dégueulasses comme ça, alors N ferait mieux d'apprendre sa place et de se comporter comme un bon garçon de poubelle. La vie n'a pas été tendre avec N, mais il doit tout faire pour survivre dans ce monde, même si cela signifie qu'il doit souffrir aux mains de ces deux-là. Alors qu'il marche dans le donjon, Zwad aperçoit par hasard le cadavre d'un chien de l'enfer au milieu du chemin, et il ne se pose même pas de questions. Il pense que c'est une chance inouïe puisqu'ils peuvent le piller sans avoir à se battre, et il ordonne à N de commencer à piller. Cependant, N a un cerveau en état de marche et fait remarquer que si le chien de l'enfer était déjà mort avant qu'il n'arrive ici, c'est que quelque chose de fort a dû le tuer. De plus, les chiens de l'enfer ne sont même pas censés apparaître dans cette zone du donjon, alors il est sûr que quelque chose ne va pas. Cependant, Zwad ne veut pas entendre d'arguments logiques de la part d'un perdant comme N, alors il lui dit de se taire et de se mettre au travail. Pendant qu'N fait le sale boulot, Jolene et Zwad commencent à parler de s'envoyer en l'air une fois rentrés en ville, et peut-être de forcer N à regarder, mais ils remarquent alors un deuxième cadavre de chien de l'enfer dans le couloir, et ils disent à N d'aller le chercher lui aussi. Cependant, cette fois-ci, N est figé de peur car, d'après la carte de guilde qu'il a reçue, il ne devrait pas y avoir de couloir ici, et il a donc le mauvais pressentiment que quelque chose va mal se passer s'il continue. Pourtant, une fois de plus, Zwad ignore complètement les arguments logiques d'N et commence à marcher dans le couloir. Il dit à N que s'il a tellement peur de continuer, il peut partir de lui-même, mais qu'il ne sera plus payé puisqu'il désobéit à un ordre du chef. N est pratiquement coincé, car d'une part, il sait qu'il y a peut-être quelque chose de dangereux dans ce couloir, alors il ne veut vraiment pas y aller, mais d'autre part, il ne peut pas se permettre d'être renvoyé du groupe de Zoïd. Il n'y a pratiquement pas d'autre groupe qui serait prêt à accepter un perdant avec une compétence comme l'évaluation, donc si Zwad renvoie N à cause de cela, il n'aura aucun moyen de survivre. Finalement, N décide d'aller dans le couloir avec Zwad, même s'il sait que c'est une mauvaise idée. Après avoir traversé le couloir pendant un moment, il tombe sur une tonne de chiens de l'enfer morts sur le sol,
et Zouad pense qu'ils viennent de toucher le jackpot puisqu'ils peuvent piller tous ces corps et faire un énorme profit sans avoir à combattre quoi que ce soit. Mais N est toujours inquiet, car ce qui a tué tous ces chiens de l'enfer est peut-être encore dans les parages. Zouad commence à en avoir assez de l'inquiétude constante d'N et lui crie de se taire et de faire son travail, mais N voit alors quelque chose d'absolument terrifiant derrière Zouad, et il pointe nerveusement du doigt dans cette direction. Zouad se retourne et voit des dizaines de petits yeux rouges qui les fixent, et quelques instants plus tard, une meute de chiens de l'enfer émerge des ténèbres. Tous les cadavres de chiens de l'enfer qu'ils ont trouvés plus tôt doivent être le résultat de luttes intestines au sein de la meute, mais maintenant qu'ils sont confrontés à la meute entière, aucun d'entre eux ne sait quoi faire. Elle ne sait pas se battre, et même si Zouad et Jolene travaillaient ensemble, ils seraient à peine capables d'abattre un chien de l'enfer, sans parler d'une meute entière, alors le combat n'est pas une option. La seule façon pour eux de s'en sortir vivants est de s'enfuir, mais même s'ils essaient de s'enfuir, ils ne pourront pas échapper à une meute de loups qui les poursuit. C'est alors que Zouad réalise que lui et Jolene n'ont pas besoin d'être plus rapides que les loups, ils doivent juste être plus rapides qu'N pour que les loups le mangent en premier. Il demande donc à Jolene de lui jeter un sort de paralysie. Jolene est d'abord confuse, mais elle comprend vite ce que Zouad essaie de faire. Elle pointe son bâton vers N et le paralyse. N s'écroule sur le sol, incapable de bouger, et n'arrive pas à croire qu'ils ont vraiment l'intention de le laisser mourir ici. Zouad lui assure que la paralysie ne dure que peu de temps et que si N reste tranquille, il aura peut-être la chance d'échapper lui aussi aux chiens de l'enfer. Cependant, Zouad fait beaucoup de bruit pour attirer les chiens de l'enfer vers N, puis il s'enfuit avec Jolene, laissant N se faire dévorer. Les chiens de l'enfer se jettent sur N et lui mordent immédiatement le bras et la jambe, si bien qu'il hurle de douleur. Mais la douleur provoquée par les morsures fait disparaître la paralysie, ce qui permet à N de bouger à nouveau. Il lance ensuite son sac à dos sur eux, et même si cela n'a pas fait de dégâts, la nourriture qu'il contenait a été une distraction suffisante pour lui faire gagner du temps, et il s'éloigne lentement des chiens de l'enfer. Malheureusement, il découvre que Zouad et Jolene ont bloqué la sortie, et qu'il n'a donc aucun moyen de s'échapper. Il ne lui reste plus beaucoup de temps avant que les chiens ne reviennent à la charge, alors N repère un autre couloir et s'y dirige tout droit. Mais à son grand désarroi, ce couloir mène à un énorme cul-de-sac. Tout espoir semble perdu pour N puisqu'il n'a nulle part où fuir et qu'il entend les chiens se rapprocher de lui à chaque seconde. S'il doit mourir de toute façon, N préfère tomber dans la mort plutôt que d'être dévoré vivant par ces monstres. Jusqu'à présent, il a toujours mis ses échecs sur le compte de son travail d'évaluation des déchets, mais il réalise maintenant qu'il n'a jamais vraiment essayé de surmonter les défis auxquels il était confronté à cause de son travail, mais même s'il s'en rend compte maintenant, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Un bruit sourd se fait entendre lorsque le corps d'N heurte le sol, mais alors qu'il est certainement mort sur le coup, il a atterri juste au sommet d'un arbre. Une belle jeune fille apparaît devant lui et s'approche lentement de son cadavre avant de l'embrasser sur le front. Ce faisant, le corps d'N se remet à bouger et, après quelques instants, il reprend conscience. Une fois qu'il a retrouvé ses esprits, il se rend compte qu'il est toujours en vie et que toutes ses blessures ont été soignées, et il se demande comment cela est possible. Il remarque que des gouttes d'eau tombent sur lui depuis l'arbre, il en attrape quelques-unes et utilise sa compétence d'évaluation pour les vérifier. À sa grande surprise, il s'agit de gouttes de rang S de l'arbre-monde. Il évalue ensuite l'arbre géant et découvre que cet énorme morceau de bois est bien l'arbre-monde de la légende. Il y a bien longtemps, ce monde n'avait qu'un seul arbre-monde, et c'est lui qui produisait le mana que les humains utilisent pour créer de la magie. Cependant, la légende dit aussi que l'arbre-monde s'est desséché et est mort il y a longtemps. De nombreux érudits ont pensé qu'il devait encore exister quelque part dans le monde, et c'est pourquoi des expéditions massives ont été lancées dans l'espoir de le trouver. Mais l'arbre n'a jamais été trouvé, même s'il est logique que personne ne l'ait jamais trouvé, car qui penserait à chercher au fond du donjon? Il se rend compte que l'arbre a dû le ramener à la vie, alors il le remercie, et ce faisant, il entend la voix d'une fille, mais il n'y a manifestement personne d'autre ici, alors cela doit être le fruit de son imagination. N est heureux d'avoir survécu à la chute, et cet endroit semble assez sûr puisqu'il n'y a pas de monstre. Mais il doit réfléchir à la manière dont il va remonter à la surface. Zouad et Jolene ne vont manifestement pas appeler quelqu'un pour le sauver. De plus, il n'y a pas de nourriture ici, il mourra de faim s'il ne rentre pas rapidement chez lui. Il se dirige vers la sortie, mais avant de partir, il remercie encore une fois l'arbre de l'avoir sauvé. Cet endroit ne figure pas sur la carte de la guilde, donc elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Les ennemis ici seront certainement plus forts que les chiens de l'enfer qui ont failli le tuer, alors il a peur, mais il n'a pas d'autre choix que d'y aller. Il n'a plus d'excuses à se trouver et compte bien faire tout ce qu'il faut pour survivre, même si c'est difficile. N marche dans le donjon, mais à sa grande surprise, cela fait un moment qu'il marche et il n'y a toujours aucun signe de monstre. Il est honnêtement soulagé car cela signifie qu'il n'aura pas à se battre, mais soudain, N sent une rafale de vent près de son visage, et l'instant d'après, son oreille est sur le sol. Il hurle de douleur et tente d'attraper l'oreille coupée, mais dans le même temps, 2 de ses doigts sont coupés. Le responsable de la souffrance d'N est ce gremlin de rang S.
Et N commence à paniquer car même les chiens de l'enfer n'étaient que de rambés. Il n'a donc aucune chance face à cette chose. Le gremlin commence à découper N en tranches, et c'est bien trop rapide pour qu'il puisse réagir, si bien que son seul choix est de fuir. Cependant, alors qu'il tente de s'enfuir, le gremlin lève sa faux pour poignarder N au niveau de la poitrine. Mais avant qu'il ne le fasse, il s'immobilise car quelque chose d'encore plus terrifiant vient d'apparaître. Le gremlin est écrasé par un énorme ours de la mort, et si N n'avait aucune chance contre le gremlin, il ne survivra certainement pas à l'ours de la mort. L'ours taillade le visage d'N avec ses griffes, détruisant l'un de ses yeux par la même occasion. Alors qu'N tente de s'enfuir en rampant, l'ours le saisit et commence à le presser jusqu'à ce que du sang jaillisse de sa bouche. L'ours de la mort était sur le point de le manger, mais à la dernière seconde, il est décapité par une femme grincheuse. Elle regrette d'avoir sauvé un humain, mais cette fille n'a cessé de la supplier de l'aider, alors elle n'avait pas vraiment le choix. N est à nouveau choqué de constater que ses blessures ont été soignées, et lorsqu'il se redresse, il voit la fille de tout à l'heure assise en face de lui. N essaie encore de comprendre ce qu'il voit, mais une femme apparaît alors derrière lui et lui demande de faire preuve de gratitude et de boire le thé que la jeune fille a préparé pour lui. N est confus car il n'a jamais vu de thé, mais il remarque alors que la jeune fille, Yuri, tient une tasse de thé qu'elle a préparée spécialement pour lui. N hésite à boire un thé mystérieux qui pourrait contenir des fluides corporels, mais Ursula le lui fait avaler de force, alors ce n'est pas comme s'il avait le choix. Cependant, il s'avère que le thé a vraiment bon goût, et N le dit à Yuri, qui est ravi qu'il l'apprécie. N trouve que Yuri est très mignonne quand elle est heureuse, mais Ursula l'avertit qu'elle effacera toute son existence si là ne serait-ce qu'une seule pensée lubrique pour Yuri. N a bien compris le message, alors il demande si ce sont elles deux qui l'ont sauvé de l'ours de la mort. Ursula lui répond qu'elle n'avait aucun intérêt à protéger un humain malodorant comme lui, mais que Yuri ne cessait de la supplier de le sauver, et qu'elle n'avait donc pas le choix. N remercie Yuri de s'être soucié de lui, et Yuri se sent un peu gêné, alors Ursula lui donne un coup de pied au visage et commence à le piétiner pour avoir flirté avec sa fille. N est choquée d'apprendre qu'Ursula est la mère de Yuri, mais pour être plus précis, Ursula est en fait la tutrice de Yuri, et il en est ainsi depuis qu'elle a planté ses racines ici. Yuri a l'air humaine, mais elle est en fait l'un des 9 arbres de ce monde. Ursula a donc été chargée de veiller sur elle et de défendre Yuri contre toute menace potentielle. N est surpris d'apprendre que Yuri est l'esprit de l'arbre-monde, mais il trouve cela logique puisqu'elle est si belle. Immédiatement après avoir dit cela, Yuri est à nouveau gêné, et Ursula le frappe à terre pour avoir osé regarder Yuri avec des yeux si lubriques. N s'excuse, mais en parlant d'yeux, il se rend compte qu'il peut encore voir malgré le fait qu'un de ses globes oculaires ait été arraché par l'ours de la mort. Ursula explique qu'elle l'a soigné en utilisant les larmes de l'arbre-monde, mais même avec la capacité de guérison des larmes, elles ne peuvent pas restaurer un globe oculaire écrasé. Yuri lui a donc généreusement demandé d'utiliser une partie de l'arbre-monde pour lui fabriquer un nouvel œil afin qu'il puisse voir. N est à nouveau très reconnaissant, mais il commence à se demander pourquoi Yuri s'est tant préoccupé de lui alors qu'ils se connaissent à peine. Elle lui répond que c'est parce qu'il l'a remercié lorsqu'il est tombé ici. Il est rare que les gens finissent ici, mais il y a quand même eu une poignée d'incidents où des gens sont tombés, et Yuri les a toujours sauvés, mais ils ne l'ont jamais remercié. Dès que ces personnes ont compris quel était l'arbre du monde, elles ont commencé à collecter son eau, voire à arracher ses branches et ses feuilles pour les vendre. Cependant, N fut la première personne à la traiter avec respect, et elle se prit d'affection pour lui. Quoi qu'il en soit, N n'est pas censé être ici, et Ursula lui demande de se dépêcher de partir. Yuri supplie Ursula de ne pas mettre N à la porte, car il mourra s'il retourne dans le donjon, mais Ursula se moque de ce qui lui arrivera. Yuri, elle, se soucie de son sort et supplie Ursula de trouver au moins un moyen de garantir qu'N puisse rentrer chez lui sain et sauf. Cependant, Ursula ne peut pas faire grand-chose pour l'aider. Comme elle est la gardienne de l'arbre-monde, elle n'a pas le droit de s'en éloigner, donc escorter N jusqu'à la surface n'est pas vraiment une option, et la magie de téléportation ne fonctionne pas dans ce donjon, donc elle ne peut pas l'utiliser non plus. Yuri est dévastée par le fait qu'il n'y a aucun moyen de garder N en vie, elle fond en larmes, mais Ursula ne supporte pas de la voir pleurer, alors elle trouve une alternative pour s'assurer qu'N rentre à la maison sain et sauf. Elle se tourne vers lui et lui crie qu'elle l'entraînera personnellement jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour s'en sortir tout seul. Yuri remercie Ursula d'avoir accepté de l'aider, et N est d'autant plus reconnaissant qu'il pensait mourir ici à coup sûr. Il embrasse Ursula et Yuri, mais Ursula n'apprécie pas toute cette affection. Elle l'éloigne et l'avertit qu'il est sur le point de recevoir un entraînement infernal de la part d'un des plus grands sages du monde, et qu'N ferait mieux de prendre cela au sérieux car elle ne tolérera pas la paresse. N comprend et jure qu'il fera de son mieux, mais lorsqu'Ursula le laisse dehors pour qu'il puisse commencer leur entraînement, N commence à s'inquiéter qu'elle ne le force à combattre les monstres tout seul. Ursula l'informe alors qu'elle s'attend effectivement à ce qu'il combatte les monstres tout seul, car c'est le moyen le plus rapide pour lui d'apprendre. Pour commencer, elle dit qu'elle veut qu'il combatte le gremlin qui se trouve là-bas, mais elle ne voit rien dans cette direction.
Ursula lui rappelle que son œil a été remplacé par un morceau de l'arbre-monde et qu'il devrait donc essayer de s'en servir un peu, mais même avec son œil spirituel, elle ne peut toujours pas voir. Ursula lui dit qu'il n'a tout simplement pas conscience de ce dont son œil spirituel est réellement capable, alors elle prend un moment pour penser à la façon dont il a perdu son œil et à la façon dont Yuri l'a aidé à le restaurer, et au moment où il ouvre les yeux, tout semble beaucoup plus lumineux. Maintenant qu'En peut enfin voir clairement, Ursula dit qu'il est temps pour eux de commencer son entraînement. Elle lance donc une pierre sur un gremlin tout proche et dit à N que sa première tâche sera d'apprendre à esquiver les attaques à grande vitesse du gremlin. Elle ne pense pas que ce soit possible, car le gremlin se déplace beaucoup trop vite pour qu'il puisse le suivre, mais Ursula lui dit qu'il doit simplement utiliser sa capacité d'évaluation pour analyser les mouvements du gremlin. Elle ne pense pas que cela fonctionne de cette façon, mais il n'a pas beaucoup d'options, alors il essaie, et à sa grande surprise, il peut vraiment voir les mouvements du gremlin maintenant. Mais cela ne sert à rien s'il oublie d'esquiver, N se blesse. Ursula met en place une barrière et sort une bouteille de gouttes d'arbre qu'elle a empruntée à Yuri. Elle en verse sur l'oreille coupée d'N et, après l'avoir recollée, elle lui dit qu'il ferait mieux de prendre ça au sérieux, sinon il va continuer à se faire découper en rondelles. Elle laisse ensuite tomber la barrière et le gremlin l'attaque à nouveau, mais comme il sait où il va attaquer, il parvient à s'esquiver à temps. Après une semaine d'entraînement constant, N a finalement réussi à évaluer les mouvements du gremlin et à esquiver ses attaques à chaque fois. Il dit fièrement à Ursula qu'il a maîtrisé la technique, mais il baisse sa garde et le gremlin se faufile par derrière pour lui taillader le dos. Ursula crée un bouclier autour de deux pour qu'il puisse faire une pause, et elle rit bien en voyant la douleur d'N, mais elle admet qu'il a fait un bon travail d'esquive, donc elle dit qu'il a réussi la première épreuve. Maintenant, ils vont passer à la leçon suivante, il doit vaincre ce gremlin. N est prêt à essayer, mais il n'a pas de métier de combat, donc tuer un monstre de rang S sera impossible pour lui. Ursula y a déjà pensé, et même s'il serait certainement impossible pour N de se battre à main nue, il n'a pas à le faire, puisqu'Ursula a fabriqué une épée spéciale pour lui. Ursula ne voulait pas la fabriquer pour lui, mais Yuri s'est donné la peine de couper une de ses branches pour l'aider. N est très touchée que Yuri se soit donné tant de mal pour l'aider. Il lui en est très reconnaissant et jure d'en faire bon usage. Ursula défait la barrière et laisse N affronter le gremlin, mais lorsqu'il tente de le frapper, le gremlin l'esquive facilement. Ursula plaisante en disant qu'il n'arrivera jamais à toucher le gremlin s'il se balance si lentement, et N en est conscient, il décide donc de prédire la trajectoire du gremlin et de l'attaquer lorsqu'il s'approchera de lui. Cependant, lorsqu'il essaie de le faire, le gremlin lui saute dessus, car il n'est pas stupide. S'il voit N essayer d'attaquer, il va évidemment essayer d'esquiver, et N doit donc réfléchir à une nouvelle stratégie. Au lieu de se contenter d'évaluer les mouvements du gremlin pour prévoir son attaque, N doit évaluer toutes les facettes de l'attaque elle-même, alors il creuse profondément et effectue une super évaluation au moment où le gremlin lui fonce dessus. Pendant qu'il fait cela, le gremlin semble se figer dans le temps, mais en réalité, elle ne fait que le voir se déplacer au ralenti, car son œil l'évalue à une vitesse si élevée. Avec une vision aussi claire des mouvements du gremlin, N peut facilement se préparer et lui donner un coup au visage, ce qui lui permet de le vaincre. N est très heureux d'avoir vaincu son premier monstre, mais Ursula lui rappelle que ce n'est pas le moment de faire la fête, car il ne fait que commencer. Pour la suite de l'entraînement, elle dit à N qu'il doit vaincre plus d'une douzaine d'autres gremlins, et N est convaincu qu'il peut y arriver, alors il se met au travail. Après plusieurs heures de combat, N a finalement réussi à éliminer tous les gremlins. Il se tourne alors vers Ursula, s'attendant à être félicité, mais elle lui répond que c'est normal pour quelqu'un qui peut exploiter le pouvoir d'un arbre-monde. Cela dit, N a fait des progrès constants jusqu'à présent, et elle pense qu'il est prêt pour la prochaine étape. Elle lui dit d'évaluer les capacités des gremlins et de les faire siennes, mais elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire, car l'évaluation ne lui donne que des informations sur les compétences. Ursula fait remarquer que les humains acquièrent des compétences par une pratique constante, et qu'avec son œil spirituel, N devrait être en mesure de voir non seulement l'information sur la compétence, mais aussi de recevoir toute l'expérience qui en découle. Avec cette méthode, il est possible pour lui d'apprendre une compétence instantanément. N décide donc de l'essayer et d'évaluer les compétences du gremlin. À ce moment-là, N est pris d'un violent mal de tête, alors qu'une tonne d'informations se bouscule dans sa tête en une seule fois. Il tombe à genoux de douleur, mais une fois que le mal de tête s'est dissipé, il acquiert la compétence de déplacement à grande vitesse du gremlin. Il a encore du mal à croire qu'il a appris une compétence aussi rapidement, alors il décide de la tester un peu et se met à courir dans le couloir du donjon. N est étonné de la vitesse à laquelle il se déplace, car il est bien plus rapide qu'avant. Mais il y a un problème, son corps n'est pas habitué à courir à cette vitesse, et au bout de quelques secondes, toutes les fibres musculaires de son corps sont déchirées. Ursula le rattrape et verse quelques gouttes de larmes pour soigner le corps brisé d'N. Si son corps n'est pas en mesure de supporter toute cette force, il devra continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il finisse par s'adapter. Les fibres musculaires d'N se déchirent à chaque fois qu'il court, mais grâce aux larmes, Ursula continue de le soigner encore et encore.
Jusqu'à ce qu'un jour, ses muscles cessent complètement de se déchirer. N se demande s'il est assez fort pour défier l'ours de la mort comme il l'est maintenant, mais Ursula lui dit qu'il se ferait démolir s'il essayait de se battre avec lui comme il l'est maintenant. Il est peut-être plus rapide et plus agile, mais il n'a toujours pas la puissance d'attaque nécessaire. Ursula décide donc de le laisser copier l'une de ses propres capacités. Très heureux d'apprendre cela, N demande à Ursula quelle est sa capacité, et elle lui montre immédiatement qu'elle peut l'attaquer avec une boule de feu. La capacité d'Ursula s'appelle Discar Chant et lui permet d'utiliser la magie sans avoir besoin de passer du temps à chanter. N pense que cette capacité est super forte, il est donc impatient de l'apprendre, mais Ursula ne l'autorisera à l'évaluer que s'il le fait pendant qu'elle lui lance une boule de feu, parce qu'elle trouve ça amusant. N évalue l'attaque et parvient à apprendre le sort Discar Chant, mais Ursula le frappe avec la boule de feu et il s'écroule à terre, agonisant. Après avoir été soigné une nouvelle fois, N commence à s'entraîner pour apprendre à utiliser la magie sans incantation. Mais comme il n'a pas de classe axée sur la magie, ses réserves de mana sont extrêmement faibles et il se retrouve très vite à court d'énergie magique. Heureusement, chaque fois qu'il est soigné par les larmes, son mana se reconstitue et sa capacité magique augmente un peu, mais il devra continuer à s'entraîner longtemps s'il veut maîtriser la technique. Après un demi-mois d'entraînement magique, N a appris à lancer de la magie de niveau moyen et est désormais capable de lancer plus de 1000 boules de feu simultanément. Avec cela, combiné à ses nouvelles compétences et à sa capacité d'évaluation améliorée, Ursula pense qu'N est enfin prêt à affronter un autre ours de la mort. En toute honnêteté, N est un peu nerveux à l'idée d'affronter seul un monstre aussi puissant, mais Ursula l'assure que s'il utilise toutes les techniques qu'elle lui a enseignées, il devrait pouvoir en venir à bout. Alors qu'N affronte l'ours, celui-ci tente de le taillader avec ses griffes, mais N évalue ses mouvements et, avant qu'il ne puisse le toucher, il riposte en lançant un sort de coupelle à bout portant. Le sort fait beaucoup de dégâts à l'ours, mais ce n'est finalement pas suffisant pour le tuer, alors N commence à tirer des boules de feu et continue jusqu'à ce que l'ours tombe raide mort. Ce combat a été bien plus facile que ce qu'N pensait, et il commence à se demander si l'ours a toujours été aussi faible, mais en réalité, il est juste devenu très fort. Maintenant que l'ours de la mort est mort, N fait l'éloge des capacités de la reine, et une fois le mal de tête passé, Ursula lui dit qu'il devrait maintenant avoir assez de force pour sortir de ce donjon par ses propres moyens. Avant qu'il ne parte, Ursula a un cadeau à lui offrir, mais elle ne le fait que parce que Yuri le lui a demandé. Elle dit qu'elle va fabriquer un nouvel œil de Sprit pour N en utilisant le reste du noyau de l'arbre à drill. N pense qu'il ne mérite pas un cadeau aussi précieux, mais Ursula lui crie dessus en lui disant qu'il ne fera qu'emprunter le noyau. Elle l'a enchanté de telle sorte que si N meurt, le noyau reviendra automatiquement ici, alors il devrait se taire et accepter le cadeau. Elle ne veut pas discuter et s'assoit pour qu'Ursula lui implante le noyau spirituel dans l'œil, mais une fois qu'elle a fini, il ne se sent pas si différent qu'avant. Ursula lui explique qu'il faudra du temps pour que son corps s'adapte à son nouvel œil de Dieu spirituel, et qu'il ne pourra donc pas utiliser ses capacités tout de suite, mais N est tout de même très reconnaissant. Il se tourne vers Yuri pour la remercier de son cadeau, mais il ne la trouve nulle part. À ce moment-là, Yuri réapparaît devant lui. N lui demande alors où elle était, et elle lui répond qu'elle était dans son œil il y a quelques instants. Avec le noyau de l'arbre-monde dans l'œil d'N, il est désormais considéré comme l'arbre-monde lui-même, et Yuri peut donc entrer et sortir librement de son œil quand elle le souhaite. Yuri promet qu'elle sera utile à N, car elle peut le guérir chaque fois qu'il se blesse. N aime l'idée de passer du temps avec Yuri, mais il demande à Ursula si elle est vraiment d'accord. Ursula lui assène un coup de pied au visage et lui dit qu'elle ne veut pas confier Yuri à un crétin comme lui. Mais Yuri est coincé ici depuis le jour de sa naissance, elle n'a donc jamais pu voir le monde ou avoir un ami. Ursula n'aime peut-être pas N, mais après tout le temps qu'elle a passé avec lui, elle peut au moins dire que c'est un bon garçon, alors elle veut qu'il aille montrer le monde à Yuri. N est honorée qu'Ursula lui fasse autant confiance et il jure de prendre soin de Yuri quoi qu'il arrive, ce qu'Ursula est heureuse d'entendre. Avant qu'N ne parte, Ursula a un cadeau à lui offrir. Elle lui demande donc de tendre la main et, ce faisant, elle l'imprègne d'un peu de magie. N lui demande ce que c'est, et elle lui explique qu'il s'agit d'un sort de stockage infini, et que tant qu'il a cette marque, il peut y stocker n'importe quel objet physique. La première chose qu'elle veut qu'il stocke est l'épée spirituelle qu'elle a fabriquée pour lui, mais avant cela, elle le poignarde dans l'œil. N tombe par terre de douleur, Yuri le soigne, mais juste avant que son œil ne soit complètement guéri, Ursula lui enfonce une pierre philosophale dans la gorge, qui remplace son œil droit. N demande ce qui s'est passé, et Ursula explique que la pierre philosophale vient d'établir un lien permanent entre elle et N. Maintenant, elle peut voir tout ce qu'il voit, alors il ferait mieux de ne pas penser à devenir physique avec Yuri. Cela va certainement être gênant pour N, mais cela mis à part, il est tout à fait prêt, il est donc temps qu'il commence à se diriger vers la sortie du donjon. Avant de se mettre en route, N demande à Yuri si elle a quelque chose à faire une fois qu'ils seront à la surface. Après avoir réfléchi un peu, Yuri répond qu'elle aimerait voir le reste de sa famille. Elle ne savait pas que Yuri avait une autre famille qu'Ursula,
Alors Ursula lui explique que tous les arbres-mondes existants faisaient autrefois partie d'un seul et immense arbre-monde. Cependant, à un moment donné, les noyaux ont été séparés et cachés dans des donjons distincts, si bien que Yuri n'a pas pu voir ses frères et sœurs depuis des années. Dans ce cas, N promet de parcourir le monde avec elle afin qu'il puisse rencontrer tous les autres esprits de l'arbre-monde, mais pour cela, ils doivent d'abord sortir d'ici. N s'enfonce dans le donjon, mais il se heurte à un obstacle et ne sait pas quelle direction prendre. Soudain, il entend la voix d'Ursula qui lui dit de prendre le chemin de gauche. Elle lui a déjà indiqué un chemin de fuite avec son œil, alors tant qu'il suit ses indications, il ne peut pas se perdre. De plus, un monstre vipérin géant se dirige droit sur lui, alors il ferait mieux de se préparer à le combattre. Quelques minutes plus tard, N a tué la vipère de rang S, et il est très fier d'avoir réussi à l'abattre aussi facilement. Ursula explique à N qu'elle a déjà utilisé son œil pour évaluer les capacités de la vipère, mais elle n'était pas prêt, et il se saisit la tête en prévision de la douleur intense. À sa grande surprise, il n'a pas mal, et c'est grâce à Yuri, qu'il a soigné dès que sa tête a commencé à lui faire mal. Si Yuri peut faire cela, cela signifie qu'il n'aura plus à souffrir de maux de tête lorsqu'il évaluera les compétences pour les apprendre, et il la remercie donc pour son aide. Anne finit par arriver à une porte inquiétante, et Ursula lui explique que c'est là qu'il trouvera le monstre boss de cet étage. Les donjons sont des créatures vivantes qui se nourrissent des humains qui meurent, et c'est pourquoi il y a toujours un noyau de donjon et un chef de donjon pour garder ce noyau. Le seul moyen pour Anne de sortir d'ici est de vaincre le boss du donjon et de détruire le noyau, mais elle n'est pas sûre d'avoir ce qu'il faut pour le faire. Vaincre des monstres de rang S est une chose, mais un boss de donjon est censé être plusieurs fois plus fort que tous les monstres de rang S qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Cependant, il refuse de reculer, car il n'est plus le faible N qui fuyait la mort sans défense. Il ouvre les portes de la salle du boss et trouve le cœur du donjon de l'autre côté de la pièce, mais alors que lui et Yuri se dirigent vers lui, il déclenche un cercle d'invocation sur le sol et provoque l'apparition d'un énorme golem. Le combat s'annonce difficile, et N demande à Yuri de retourner dans son œil pour qu'elle ne soit pas blessée. Ensuite, il commence à charger le golem, il esquive le premier coup du golem grâce à son augmentation de vitesse mais ne pourra pas esquiver le second. Au lieu de cela, il se prépare à l'impact avec sa compétence de force surhumaine. Pendant qu'il touche le golem, il active également la compétence venin qu'il a reçue de la vipère pour dissoudre une partie du bras du golem. Le venin inflige beaucoup de dégâts au golem, mais ce n'est pas suffisant pour l'achever. Ursula lui donne donc la permission d'utiliser le sort ultime qu'elle lui a enseigné. Il devrait avoir suffisamment de mana pour y parvenir, et même s'il s'effondre, Yuri peut le guérir immédiatement, ce qui ne devrait pas poser de problème. Puisque rien d'autre n'a fonctionné jusqu'à présent, N décide d'utiliser son sort ultime et lance Nova Strike pour frapper le golem avec une énorme boule d'énergie pure. Après avoir frappé le golem avec ce sort, il n'en reste pratiquement plus rien, et étonnamment, N ne s'effondre même pas à cause de l'épuisement du mana. Yuri vient reconstituer le mana perdu par N et le félicite d'avoir vaincu le golem, mais N sait qu'il n'aurait jamais pu le faire sans l'aide de Yuri, alors il la remercie. Yuri en est tout étourdi, mais Ursula est ennuyée de voir à quel point Yuri l'apprécie. Elle demande donc à N de se dépêcher d'évaluer les capacités du golem. N s'exécute, et une fois qu'il a terminé, Ursula lui dit qu'il lui reste encore une chose à évaluer, et elle lui demande d'aller au cœur du donjon. N s'exécute, et pendant qu'il évalue le noyau, Ursula apparaît à côté de lui, ce qui le surprend beaucoup car N pensait qu'elle ne pouvait pas quitter l'arbre-monde. Ursula confirme qu'elle est toujours liée à l'arbre-monde, mais comme le noyau de l'arbre-monde se trouve dans l'œil d'N, son corps est pratiquement l'arbre-monde à présent, et elle peut donc se téléporter dans un certain périmètre autour de lui. De plus, ce noyau de donjon fonctionne de la même façon qu'un noyau d'esprit, et Ursula dit qu'elle peut l'utiliser pour augmenter le niveau de l'œil du dieu esprit d'N, s'il le souhaite. N accepte volontiers la proposition, et Ursula prend le noyau de donjon et le place dans l'œil d'N pour le faire passer au niveau 2. Elle explique ensuite à N qu'il peut augmenter le niveau de son œil en conquérant d'autres donjons et en absorbant leur noyau. Ils quittent tous les trois la salle du boss, et la porte se referme derrière eux pour qu'ils ne puissent plus revenir. Ursula suppose que c'est parce qu'ils ont vaincu le boss et pris le noyau, et que le donjon se referme pour récupérer. Le trou par lequel N est tombé est probablement scellé à présent, et c'est une bonne chose car cela signifie qu'aucun autre humain ne peut tomber sur l'arbre-monde. Ainsi, Ursula n'a plus à s'inquiéter de la protection du corps de Yuri, et tous trois sont libres de partir à l'aventure autant qu'ils le souhaitent. De retour en ville, Zwad continue de raconter à tous les aventuriers la tragédie qui s'est produite dans le donjon et la façon dont il a failli être dévoré par les chiens de l'enfer. Il dit que la seule raison pour laquelle il a réussi à s'échapper est qu'En s'est porté volontaire pour distraire les chiens de l'enfer à sa place. C'est un mensonge éhonté, mais comme Zwad pense qu'En est mort, il est persuadé que personne ne le découvrira jamais, car ce n'est pas comme si N allait revenir et le dénoncer. Une seconde plus tard, N arrive derrière Zwad, ayant entendu toute l'histoire de Zwad, et il est là pour le dénoncer. N raconte à tout le monde que Zwad et Jolene l'ont paralysé et l'ont laissé mourir aux mains des chiens.
Les gens du bar sont furieux parce qu'ils ont donné de la sympathie à Zouad pendant tout ce temps, alors qu'il a pratiquement essayé d'assassiner N pour son propre bien. Ils commencent à jeter des objets sur Zouad, et ils auraient même pu le lyncher pour avoir fait quelque chose d'aussi sinistre à un membre de son propre groupe, mais N les en empêche. Il est toujours en colère contre Zouad pour ce qu'il a fait, mais sans cela, il n'aurait jamais eu la chance de rencontrer Yuri ou Ursula, et il est donc reconnaissant à Zouad d'avoir été une telle ordure. Maintenant qu'il a affronté Zouad, N peut enfin aller de l'avant. Il se rend donc avec les autres dans un donjon marécageux près de la capitale. Après l'avoir nettoyé, Ursula utilise le noyau du donjon pour améliorer l'œil d'N, qui est désormais capable de lire tous les types d'écriture. Il est content d'avoir amélioré son œil, mais il est un peu déçu car il espérait y trouver un arbre-monde. Ursula lui dit qu'il ne sera pas facile de trouver les arbres-mondes car beaucoup d'efforts ont été faits pour les cacher. N s'excuse auprès de Yuri car cela risque de prendre un peu plus de temps que prévu avant qu'elle ne puisse voir sa famille, mais Yuri lui répond que cela ne la dérange pas car elle s'amuse. À ce moment-là, ils entendent le bruit d'une fille qui crie, et Yuri veut l'aider, alors N se précipite pour sauver la fille. Le carrosse de la jeune fille a été attaqué par des monstres. N les tués, une fois tous les monstres morts, Yuri commence à soigner tous les gardes blessés. N s'approche de la jeune fille et lui demande si elle va bien, mais à la seconde où la jeune fille voit le visage d'N, les seuls mots qui lui viennent à l'esprit sont « Oh mon Dieu, ce type est sexy ». Elle saute dans les bras d'N, l'appelant son héros, et N ne sait pas comment gérer cette situation, alors il demande de l'aide au gars là-bas, mais Jasper n'est que le chef d'une société commerciale, il n'a donc aucun contrôle sur ce que fait la princesse Claudia. Un peu plus tard, la princesse emmène N et les autres dans son manoir pour les remercier de l'avoir sauvée. Bien qu'elle soit la troisième princesse de cette nation, elle leur dit qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi formelle avec elle. Sur ce, elle se lève pour serrer N dans ses bras. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'entourer de ses bras, Yuri s'avance devant Claudia et refuse de la laisser s'approcher d'N. Claudia demande pourquoi Yuri est sur la défensive, et Yuri lui répond qu'elle ne veut pas que Claudia touche N parce qu'elle est sa femme. On voit alors le visage d'N, et c'est le visage d'un homme qui n'a pas réalisé qu'il était marié jusqu'à il y a une seconde. Cependant, malgré la déclaration de Yuri, Claudia n'abandonne pas et accepte de devenir la seconde femme d'N. Alors qu'elle et Yuri se disputent au sujet d'N, Jasper arrive et dit qu'il a quelque chose à lui dire. N demande de quoi il s'agit, alors Jasper lui dit qu'il veut épouser N. C'est la troisième personne aujourd'hui. Mais avant qu'N ne puisse répondre, Jasper lui demande de descendre au sous-sol car il a quelque chose à lui montrer. Jasper est à la tête de la Geno Trading Company, dont N connaît déjà l'existence puisqu'il s'agit de la société commerciale la plus riche et la plus célèbre du monde. Jasper conduit tout le monde dans sa salle des bijoux et explique qu'il s'est donné pour mission de préserver tous les plus beaux bijoux du monde, et qu'aujourd'hui, il a trouvé le plus beau de tous. Il sait que l'œil d'N est fait d'un noyau d'esprit, car il a fait pas mal de recherches à ce sujet, et il est tombé amoureux des yeux d'N au premier regard. Il demande à N de l'épouser afin de pouvoir le regarder dans les yeux pour le reste de sa vie. N s'apprête à refuser, mais Ursula le prend à part et lui dit de reconsidérer sa décision, car Jasper a probablement des informations sur l'emplacement d'autres noyaux spirituels. De plus, Jasper est riche, et si N l'épousait, il aurait accès à toutes ses ressources. Cependant, N n'a pas envie d'être un chercheur d'or, il demande donc à Jasper s'ils peuvent rester amis, et Jasper lui répond que c'est très bien, du moins pour le moment. N demande ensuite à Jasper s'il a des informations sur les autres noyaux spirituels, ce que confirme Jasper, mais les lieux sont incroyablement dangereux et il n'a donc pas pu enquêter. Cependant, avec N, un peu de danger ne devrait pas poser de problème. Grâce aux informations qu'il a obtenues de Jasper, N parvient à localiser un donjon secret, et il espère que l'une des sœurs de Yuri s'y trouve vraiment. Il assure donc à Yuri qu'il fera tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'elle retrouve sa sœur. Après avoir pénétré dans le donjon, N se retrouve dans une impasse et ne sait pas quoi faire puisque les instructions de Jasper indiquaient clairement qu'il devait y avoir quelque chose ici. Ursula explique qu'il y a un cercle magique dans ce mur, et qu'en le touchant, il devrait être téléporté dans le donjon. N fait ce qu'elle dit, et à la seconde où il touche le mur, il se retrouve sur une falaise qui surplombe une jungle. Il est surpris qu'une jungle puisse tenir dans un donjon, mais Ursula lui dit que tout ceci n'est qu'une illusion créée par une puissante magie. À ce moment-là, ils entendent une voix qui leur parle, et Yuri reconnaît qu'il s'agit de la voix de sa petite sœur, Pina. Yuri veut retrouver Pina et lui demande où elle se trouve, mais Pina est tout au bout du donjon, alors elle lui dit qu'ils vont devoir vider le donjon et se frayer un chemin jusqu'à elle. N pense que ce sera très pénible de devoir vider tout le donjon, alors il demande à Pina si elle peut les téléporter jusqu'au bout, mais Pina lui répond qu'elle ne peut pas utiliser ce genre de magie. Dans ce cas, N accepte de devoir traverser tout le donjon, et Pina est surprise de voir autant d'assurance de la part d'un simple humain. Elle pense qu'N bluffe et l'avertit qu'elle a installé des pièges dans tout le donjon et qu'il n'est donc pas certain qu'il ne soit pas blessé s'il continue. N comprend que ce sera dangereux, mais il est sûr de pouvoir le supporter. Pina trouve N intéressant, mais elle ne lui fait pas confiance,
et elle va prendre beaucoup de plaisir à le voir souffrir en essayant de traverser le donjon. En fait, il y a une fosse juste devant N, et Pina est sûr qu'il ne la remarquera pas et qu'il tombera dedans. Cependant, N le remarque et saute facilement par-dessus le piège. Il continue ensuite à esquiver tous les autres pièges que Pina a posés, et Pina commence à s'énerver parce qu'elle a beaucoup travaillé pour les fabriquer. Elle ne comprend pas pourquoi elle est en colère, car ce n'est pas comme s'il allait tomber intentionnellement dans un piège qu'il peut éviter, mais Yuri explique que Pina a toujours aimé faire des farces innocentes pour que les gens s'amusent. Elle ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'innocent dans le hobby de Pina, car n'importe lequel de ces pièges pourrait certainement tuer quelqu'un. Pina interrompt N parce qu'elle est peut-être sadique, mais elle n'est pas méchante. Elle a conçu le donjon de façon à ce que les gens soient automatiquement expulsés lorsqu'ils se mettent en danger de mort. Ces pièges n'ont donc jamais tué personne, mais ils peuvent quand même faire souffrir, et elle dit à N qu'elle va envoyer des monstres très coriaces pour s'occuper de lui. Le premier monstre s'approche bientôt d'N, et c'est un monstre végétal aileron de rang S. Le monstre asperge N d'un gaz, et Pina se moque de lui en l'informant qu'il s'agit d'un gaz somnifère, et qu'il va donc s'évanouir d'un instant à l'autre. Cependant, elle ne se sent pas du tout endormie, car il possède une compétence qui lui permet de résister à tous les effets d'état. Pina n'en revient pas et pique une colère noire parce qu'N gâche le plaisir de son donjon. N comprend pourquoi elle est si frustrée qu'il prenne le donjon si facilement, mais il fait cela pour le bien de Yuri, alors il sort son épée et abat l'aileron. Il évalue ensuite le monstre, mais pendant qu'il est distrait, quelque chose le frappe à la tête. On dirait qu'un autre monstre l'attaque depuis l'ombre, mais elle ne voit rien. Ursula suppose que le monstre doit utiliser une compétence de furtivité pour rester caché, mais même si elle ne peut pas les voir, cela n'a pas d'importance puisqu'il a une capacité qui annule toutes les attaques d'embuscade. De plus, il possède une autre capacité qui annule les attaques normales lorsqu'il est immobile, ce qui le rend pratiquement invincible. Pina ne peut pas croire ce qu'elle entend, mais même si ces monstres furtifs ne peuvent pas faire de dégâts à N, il ne peut pas les vaincre s'il ne peut pas les voir. C'est peut-être vrai, mais N a des yeux spéciaux, et après quelques instants, il évalue l'emplacement des monstres et utilise un sort de gravité pour les éliminer. Pina s'énerve parce que tout son travail a été gâché, mais elle finit par se ressaisir et, pleine d'assurance, elle déclare qu'il est impossible qu'N puisse tuer ses prochains monstres. Elle envoie une arachnée et un centaure, mais 3 secondes plus tard, N les tue comme si de rien n'était. Pina abandonne officiellement après avoir vu cela, et elle est convaincue qu'N n'est pas un humain après tout, car aucun humain ne devrait être capable de tuer 2 monstres de rang S en même temps. Pendant ce temps, la vie d'aventurier de Zwaad s'est pratiquement effondrée après qu'N l'a démasqué. Alors qu'il revient à la guilde, tous les aventuriers commencent à le regarder de travers car ils savent tous qu'il a utilisé l'appât d'Ena. Zwaad tombe alors sur Jolene, ce dont il se réjouit car elle ne peut pas le mépriser pour ce qu'il a fait alors qu'elle était dans le coup. Mais il avait tort, Jolene a changé de camp à la seconde où Zwaad est devenu un paria, et elle va même jusqu'à faire couler de l'eau pour faire croire aux gens qu'elle n'a rien fait de mal. Zwaad lui dit d'arrêter de mentir et rappelle à tout le monde que c'est elle qui a jeté le sort pour paralyser N, mais Jolene dit qu'elle n'avait pas le choix parce que Zwaad l'a menacée. Il n'en fallait pas plus pour que la faute soit rejetée sur les épaules de Zwaad. Zwaad est expulsé de la guilde et on lui rappelle qu'aucun aventurier ne voudra plus jamais faire équipe avec des gens comme lui. Zwaad ne comprend pas pourquoi tout le monde le traite soudain comme un paria, car il est certain que n'importe lequel d'entre eux aurait laissé N comme appât s'il avait été entouré de l'eau. Il accuse N d'être responsable de tout ce gâchis, car si N s'était laissé mourir, le secret de Zoïd n'aurait jamais été dévoilé. Aujourd'hui, Zwaad pense que la seule façon de rétablir sa réputation est de s'attaquer seul à un donjon difficile et de prouver à tout le monde qu'il est fort. Il décide d'entreprendre une quête de Rancé qui se trouve être dans le même donjon qu'N. Normalement, une mission de Rancé serait impossible pour lui, mais il pense qu'il peut le faire. À ce moment-là, il entend un bruit derrière lui, ce qui l'effraie, mais ce n'est rien. Il est soulagé, car il a cru un instant être en danger, mais il touche accidentellement le mur qui le téléporte dans le donjon secret, et là, il est vraiment en danger. Il se rend compte qu'il doit s'agir d'un donjon secret, et si c'est le cas, il doit y avoir des monstres puissants à l'intérieur, mais Zwaad a confiance en lui et est sûr de pouvoir faire face à tout ce qui se présentera à lui. C'est du moins ce qu'il pense, mais après avoir fait 2 pas, il tombe dans un piège et est sur le point de mourir. Heureusement pour lui, Pina ne mentait pas lorsqu'elle a dit qu'elle n'aimait pas tuer les gens. Zwaad est donc téléporté à l'extérieur et entend une annonce de Pina disant qu'il peut réessayer s'il le souhaite. Après avoir réalisé qu'il ne peut pas mourir dans le donjon, Zwaad pense que c'est peut-être sa chance de faire ses preuves puisqu'il peut continuer à essayer encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne assez bon pour sortir du donjon. Il y retourne et tombe dans un piège après l'autre, jusqu'à ce qu'il parvienne à une clairière dans la forêt. Cependant, les choses ne s'arrangent pas car il se retrouve face à face avec un monstre lézard géant de rang S, et il est immédiatement gravement blessé. Pina trouve cela amusant, mais elle ne veut pas que quelqu'un meure dans son donjon. Elle dit donc à Zoïd qu'elle peut le téléporter à l'extérieur s'il le souhaite. Zwaad refuse d'abandonner, mais il se fait écraser le bras et hurle
souffrant tellement qu'il oublie de dire « j'abandonne ». Le lézard est sur le point de l'attaquer à nouveau, mais avant qu'il ne le fasse, N apparaît devant lui et tue le lézard d'un seul coup. Zouad est étonné que quelqu'un ait pu tuer un monstre de rang S aussi facilement, mais il ne se rend pas compte que la personne qui vient de le sauver est N. Lorsqu'ils se regardent tous les deux, N demande à Zouad ce qu'il fait ici, et Zouad lui pose la même question. N explique qu'il est ici parce qu'il a l'intention de vider ce donjon, et que Zouad est un peu dans le chemin pour l'instant, alors même s'il ne l'aime pas, il demande à Yuri de soigner son bras, ce qui le fait s'évanouir et permet à Pina de le téléporter hors du donjon. N poursuit sa route et finit par tomber sur la porte de la salle du boss. Pina lui dit alors qu'il va devoir vaincre le boss s'il veut l'atteindre. N est confus car il pensait que vaincre le boss du donjon scellerait le donjon, mais ce n'est pas le cas. Ursula lui dit que tant qu'il laisse le noyau du donjon intact, le donjon pourra se rétablir, et comme il a la confirmation que le donjon ira bien, il se rend à l'intérieur pour affronter le boss. Cependant, en entrant, il ne voit aucun monstre boss. À ce moment-là, le sol commence à trembler sous ses pieds. N utilise alors sa compétence de vol pour s'enfuir, et il s'avère que le monstre est une tortue géante. N panique un peu car cette chose est énorme, mais la panique ne l'aidera pas à la vaincre, alors il lance une rafale de boules de feu sur elle. Cependant, lorsque la fumée se dissipe, la tortue n'a subi aucun dommage. La tortue revient alors à la charge et lance une boule d'eau sur N, qui riposte en parant la boule d'eau sur la tortue, mais encore une fois, cela ne lui fait aucun dégât. N est à court d'idées, car aucune de ses attaques n'a été efficace jusqu'à présent. Cependant, en y regardant de plus près, il remarque que ses boules de feu et sa balle d'eau ont causé des dégâts au sol, alors qu'il est certain que ses attaques ont touché directement la tortue. Il comprend maintenant ce qui se passe, il atterrit donc sur le sol et laisse la tortue le piétiner pour prouver sa théorie. Comme il s'y attendait, le coup de pied de la tortue ne lui cause aucun dommage, car le corps de la tortue géante n'était qu'une illusion. Maintenant qu'il est établi que la tortue géante est une illusion, N jette un sort pour dissiper l'illusion, révélant que le véritable monstre est une petite tortue. Ursula est impressionnée par N, car même elle n'a pas pu se rendre compte que le monstre était une illusion, mais alors qu'N évalue le bébé tortue, Ursula remarque quelque chose d'incroyable à son sujet, et elle est tellement surprise qu'elle a du mal à parler. N ne comprend pas ce que dit Ursula, mais même si ce petit bonhomme est le chef du donjon, il ne veut pas avoir à le tuer, alors il demande à Pina de s'avouer vaincue. Pina refuse et dit qu'elle n'a pas perdu tant qu'N n'a pas tué la tortue. N lui demande alors si elle va vraiment l'obliger à tuer un petit bonhomme aussi adorable. Pina se sent mal, alors elle admet sa défaite et dit qu'ils peuvent entrer dans sa chambre. Une fois à l'intérieur, Yuri se précipite dans les bras de Pina et commence à la balancer jusqu'à ce que Pina ait le vertige. Elle s'excuse d'avoir été si brutale, mais elle était tellement excitée de revoir Pina. Pina se tourne alors vers N, et elle lui en veut encore un peu d'avoir battu son donjon si facilement, mais Yuri lui dit de ne pas en vouloir à N parce que c'est quelqu'un de très gentil. Après avoir entendu Yuri défendre N de la sorte, Pina se rend compte que Yuri doit être amoureuse de lui, et elle commence à la taquiner à ce sujet, ce qui embarrasse Yuri, mais elle ne peut pas vraiment le nier. Maintenant que Yuri et Pina se sont retrouvés, Pina dit qu'elle a une faveur à demander. Elle veut voyager avec N, et lui propose même de lui donner son âme spirituelle s'il accepte de la laisser l'accompagner. Yuri semble très enthousiaste à cette idée, et elle demande à N s'il est d'accord, et il n'y voit pas d'inconvénient, donc tout le monde est d'accord. C'est alors que la petite tortue saute de l'épaule d'N et se transforme en fille. Elle se présente comme la gardienne de Pina, Kurohime, la fille de la tortue de la bête céleste. Kurohime doit être très haut placé parmi les gardiens pour qu'Ursula panique comme si elle venait de tomber sur son sergent instructeur. Elle n'en revient toujours pas qu'il existe quelqu'un capable de rendre Ursula si polie. Comme Kurohime est la tutrice de Pina, N doit lui demander la permission d'emmener Pina avec lui, et Kurohime est tout à fait d'accord, mais à une seule condition, elle veut venir avec lui. Elle remet à N une pierre philosophale, et s'il l'ajoute à son œil avec le noyau spirituel de Pina, ils pourront tous deux l'accompagner. De plus, la capacité de Kurohime lui permet de créer des barrières, elle est donc sûre qu'elle sera utile à N. Pendant ce temps, Zouad se réveille enfin à l'extérieur du donjon et réalise que s'il est encore en vie, c'est parce que le même N qui l'a tourmenté pendant tant d'années a choisi de le sauver. Il se retourne alors et se met à pleurer sur l'échec qu'il est devenu. Plus tard, Jasper accompagne N à la guilde locale des aventuriers, car N souhaite vendre une partie du butin qu'il a obtenu dans le donjon, et avoir Jasper à ses côtés rendra le processus beaucoup plus facile. Tout le monde reconnaît déjà Jasper comme un marchand extrêmement riche, mais personne ne sait qui est N. Jasper explique à la réceptionniste qu'N est là pour vendre une partie du butin qu'il a récupéré dans un donjon, et immédiatement après, Jasper exprime son intention d'acheter tous ces objets. La réceptionniste dit qu'elle est plus qu'heureuse de l'aider, alors elle demande à N de lui remettre sa carte de guilde. Mais lorsqu'il le fait, elle est choquée de découvrir qu'N est un évaluateur de rang F. Après avoir vu cela, elle devient agressive et dit qu'elle doute qu'un évaluateur de rang F comme N puisse vaincre le moindre monstre. Tous les autres aventuriers commencent également à se moquer de lui,
mais Jasper dit à Anne de simplement leur montrer les objets qu'il possède. Anne ouvre alors son stock pour révéler une montagne de pièces de monstres de rang S, mais même après avoir vu tout ce butin de haut niveau, les aventuriers de la guilde supposent qu'Anne a dû tout voler à quelqu'un d'autre, car il est impossible qu'il ait tué tous ces monstres par lui-même. C'est exactement la raison pour laquelle Anne voulait éviter de venir à la guilde, les gens le méprisent toujours parce qu'il est un simple évaluateur de Baran. Cependant, il y a quelqu'un ici qui n'est pas aussi superficiel que les autres. La maîtresse de la guilde, Megan, sort de son bureau et réprimande tous les aventuriers pour s'être moqués de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, simplement à cause de sa classe de compétences. La réceptionniste utilise un appareil d'évaluation pour scanner les objets qu'Anne a apportés, et à sa grande surprise, tout est authentique. Jasper ajoute qu'il peut personnellement confirmer qu'Anne est assez fort pour avoir vaincu tous ces monstres par lui-même. La réceptionniste réalise qu'elle a commis une grave erreur en se moquant d'Anne, alors elle s'excuse sincèrement. Megan s'excuse également en son nom et dit qu'elle aura une conversation sérieuse avec la réceptionniste plus tard au sujet de son comportement. Bien que la classe d'une personne soit déterminée à la naissance, Megan est ravie de voir qu'il existe des gens comme Anne qui refusent d'être limités par cela, et Anne est heureux qu'il y ait des gens comme Megan qui ne le jugent pas uniquement sur sa classe. Megan a vraiment pris Anne en affection, alors elle est sûre qu'ils se reverront dans un avenir proche, mais pour l'instant, elle a du travail à faire, alors elle laisse Anne terminer ses affaires ici. La réceptionniste demande à Anne d'attendre dans la salle d'attente pendant qu'elle traite tous ses objets, mais Anne a en réalité beaucoup plus de choses à vendre, car il a nettoyé tout le donjon secret. En entendant qu'Anne a vaincu un donjon secret par lui-même, tous ceux qui se sont moqués de lui commencent à essayer de se rapprocher de lui, demandant des détails à ce sujet, mais Anne n'aime pas toute cette attention, alors il finit par s'enfuir. Peu de temps après, Anne se baigne pour se détendre après tout ce stress, mais alors qu'il profite de son bain, Yuri apparaît soudainement à côté de lui. Il met un moment à réaliser, mais quand il comprend enfin qu'elle est dans le bain avec lui, il panique complètement. Il s'éloigne d'elle en nageant, mais Yuri ne comprend pas pourquoi il est si distant, puisqu'ils sont toujours ensemble. Pina apparaît également et commence à plaisanter en disant qu'Anne a été submergée par le désir en voyant le corps nu de Yuri, mais Anne le nie. De toute façon, Yuri et Pina ne devraient pas être ici, car c'est le bain des hommes, mais Pina lui rappelle qu'elle et Yuri sont des esprits, donc elles n'ont pas à suivre les règles humaines. Elle demande alors s'il est timide parce qu'il a des pensées perverses envers Yuri, mais Anne nie à nouveau et essaie de prouver que son esprit est pur en maintenant un contact visuel avec Yuri. Mais ensuite, ses yeux descendent vers ses seins généreux, et son esprit devient complètement vide à partir de là. Ursula apparaît alors, et elle n'apprécie pas qu'Anne regarde le corps de Yuri, alors elle le menace de l'éventrer avec la magie la plus puissante qu'elle puisse invoquer s'il ose toucher Yuri. Yuri supplie Ursula d'arrêter, car elle n'a pas été dérangée par le regard d'Anne, mais en entendant cela, Ursula pense qu'Anne a peut-être déjà fait quelque chose à Yuri, alors elle se prépare à le faire exploser de toute façon. Yuri avertit Anne de s'enfuir, car Ursula pourrait vraiment le faire, et Pina est là à profiter du spectacle. Une fois le chaos apaisé, Anne sort du bain et s'assoit à une table pour ne plus avoir à subir les tentatives d'assassinat d'Ursula. Kurohime est également là, mais heureusement, elle se comporte normalement, alors il peut simplement s'asseoir et discuter. Kurohime trouve merveilleux à quel point tout le monde est animé, car Pina s'amuse plus que jamais. Pina est comme une fille pour Kurohime, car en tant que gardienne, elle a créé le noyau spirituel de Pina, et ce noyau a fini par développer une personnalité. En plus de Yuri et Pina, Anne se souvient qu'il devrait y avoir 6 autres esprits, mais Kurohime lui dit qu'il y en a en réalité 7. Anne est confus, car il a entendu dire que le premier arbre a pu de s'est flétri il y a des années, mais bien que cela soit vrai, Kurohime l'informe que le noyau spirituel du premier arbre, Echidna, est toujours là, bien que personne ne sache où elle se trouve. Il en va de même pour les autres esprits des arbres, alors Anne pense que ce sera difficile de tous les retrouver, mais cela ne signifie pas qu'il va abandonner, car son objectif final est de rendre Yuri heureuse et de la réunir avec sa famille. Le lendemain, Megan se rend au manoir de Jasper pour chercher Anne, car elle a une demande spéciale à lui faire. Anne demande pourquoi elle le choisit spécifiquement, alors qu'elle aurait pu demander à n'importe qui d'autre de la guilde, mais cette mission est quelque chose que seule Anne peut accomplir. Elle lui demande s'il connaît le Behemoth, mais Anne n'en a jamais entendu parler, alors elle explique qu'il s'agit de l'un des dragons légendaires invoqués par le seigneur démon Mictoran. Après que Mictoran a été scellé, le dragon s'est caché, mais récemment, il est réapparu et attaque étrangement uniquement les marchands qui traversent la région. C'est pourquoi Megan est là pour confier officiellement à Anne la quête de rang SS consistant à vaincre le Behemoth. La quête est incroyablement dangereuse et pourrait bien coûter la vie à Anne, alors Megan comprendrait s'il refusait, mais avant même qu'elle ne termine sa phrase, Anne accepte. Il se rend dans le désert où le Behemoth a été vu pour la dernière fois, et Ursula évalue sa localisation, donc elle sait exactement où il se trouve. Cependant, avant qu'Anne ne l'affronte, elle l'avertit que le Behemoth peut absorber les attaques magiques, et qu'il est également capable d'utiliser l'air pour lancer des attaques qui peuvent trancher l'espace lui-même. Anne prend note de l'avertissement,
Mais la capacité du Behemoth à absorber la magie signifie qu'En devra compter sur son épée pour l'attaquer. Mais avant tout cela, En doit attirer l'attention du Behemoth, car il dort profondément sous le sable. Il décide d'utiliser Nova pour détruire une grande partie du sol et forcer le Behemoth à remonter à la surface, et celui-ci n'est pas content d'avoir été dérangé. Au cours de sa longue vie, le Behemoth n'a jamais connu la défaite, car il a été personnellement créé par le Seigneur Démon pour être incroyablement fort. Il a anéanti des armées entières d'humains, et jamais il n'a trouvé un adversaire digne de le défier, alors il s'est lassé de combattre. En peut ne pas sembler impressionnant, mais le Behemoth reconnaît qu'il a accès à une magie puissante, mais de toute façon, la magie ne fonctionnera pas contre lui. Le Behemoth demande à En qui il pense être pour défier le puissant Behemoth, alors En se présente comme un homme ordinaire venu pour le tuer. Le Behemoth pense que c'est une blague, car il est impossible qu'un humain comme En puisse jamais le vaincre, mais En semble assez confiant, alors le Behemoth décide de jouer le jeu. Il dit à En qu'il a été créé par le Seigneur Démon pour être la bête la plus puissante, mais si le Behemoth est le meilleur que le Seigneur Démon ait pu créer, alors le Seigneur Démon devait être plutôt faible. Le Behemoth est furieux de l'insulte d'En, alors il lui lance plusieurs projectiles en spirale, mais En est assez rapide pour les éviter. Cependant, comme le Behemoth est un dragon de la terre, il dit à En qu'il ne peut pas lui échapper tant qu'ils sont dans un champ de sable. Il frappe le sol, créant un piège de sable autour d'En, qui utilise alors sa compétence d'accélération pour se rapprocher du Behemoth. Une fois assez proche, il tranche le bras du Behemoth, et celui-ci commence à réaliser qu'En pourrait être une véritable menace, alors il change de tactique et plonge dans le sable. Pendant que le Behemoth nage dans le sable, il est complètement indétectable depuis la surface, donc En ne sait pas d'où viendra la prochaine attaque. Dès qu'En baisse sa garde, le Behemoth surgit de dessous lui et l'avale entier. Le Behemoth rit, pensant avoir prouvé sa supériorité sur l'humain stupide qu'il a défié, mais il semble qu'il ait célébré trop tôt, car à l'instant suivant, son visage explose. Il ne comprend pas comment cela a pu arriver, mais il réalise qu'il avait tort de croire qu'En était faible, et il n'est même pas en colère d'avoir perdu, car En était un adversaire digne. Cependant, avant de mourir, il demande à En d'expliquer comment il a réussi à faire cela. En explique qu'il a simplement réalisé que l'absorption de magie du Behemoth ne fonctionnait que sur la partie extérieure de son corps, alors il a activé une magie de haut niveau alors qu'il était dans la bouche du Behemoth. Cependant, si c'est ce qu'En a fait, le Behemoth demande comment il n'a pas été touché par l'explosion, mais En a simplement mis en place un bouclier pour se protéger. Le Behemoth réalise qu'il est devenu arrogant après toutes ces années de victoires faciles, mais alors que sa vie s'échappe de ce qui reste de son corps, il est satisfait de ce qui s'est passé et accepte sa défaite. En se sent un peu mal pour le Behemoth, car il n'a tué des gens que parce que le Seigneur Démon l'a créé ainsi, mais au final, il a tout de même tué beaucoup de gens, donc En ne pouvait pas le laisser en vie, et Ursula lui dit de se dépêcher d'évaluer ses compétences. Maintenant que tout le combat est terminé, tout le monde sort pour féliciter En de sa victoire. Une fois de retour, En est convoqué au palais royal pour une raison inconnue, et pendant qu'il attend, la princesse vient le voir. Elle s'excuse de ne pas lui rendre visite plus souvent, bien qu'elle soit sa deuxième épouse, mais En lui rappelle qu'ils ne sont pas réellement mariés. Elle choisit d'ignorer ce qu'il a dit et informe En qu'il a été invité ici parce que son père veut le rencontrer, et en parlant de son père, celui-ci arrive justement. En est intimidé par le roi et son attitude menaçante, alors il essaie d'être poli, mais le roi est en réalité très détendu, alors il dit à En de ne pas s'inquiéter des formalités. Ils s'assoient tous les deux, et le roi remercie En d'avoir accepté cette rencontre, car il tenait vraiment à le rencontrer en personne. Il a entendu par Meghan qu'En a vaincu l'ancien dragon Behemoth, et en tant que roi de ce pays, c'est son devoir de le récompenser correctement, mais En dit qu'il n'a pas besoin de récompense. Quoi qu'il en soit, le Behemoth n'est pas le seul exploit héroïque d'En, car il a également sauvé la princesse lorsque son carrosse a été attaqué, donc en tant que père, il doit le remercier pour cela. En lui dit que s'il doit remercier quelqu'un, ce devrait être Yuri, car il n'aurait jamais pu devenir aussi fort sans son aide. Dans ce cas, le roi remercie également Yuri, mais elle est toujours timide pour parler à des gens qui ne sont pas En, alors Yuri se cache derrière lui. Le roi dit qu'il est capable de juger assez précisément le caractère d'une personne, et il peut dire qu'En est quelqu'un qui ne se laisserait pas griser par le pouvoir. Il a d'autres choses à faire, donc il devra mettre fin à leur rencontre pour aujourd'hui, mais avant de partir, il dit qu'il a un cadeau à offrir à En. Il lui remet une montre avec le blason de la famille royale gravé dessus, et avec cela, En pourra se rendre à peu près n'importe où dans le royaume sans être inquiété. En hésite à accepter quelque chose d'aussi précieux, mais cela l'aiderait à explorer des zones normalement interdites pour retrouver la famille de Yuri, alors il accepte gracieusement le cadeau. La nouvelle de la victoire d'En sur le Behemoth commence à se répandre dans tout le royaume, donc sa popularité atteint de nouveaux sommets, et en même temps, Zwaad atteint de nouveaux bas, car il est maintenant considéré comme un déchet par tous ceux qui le rencontrent. Ce qui l'énerve le plus, c'est qu'il n'arrête pas d'entendre parler des accomplissements d'En, alors qu'il y a peu de temps, il était plus fort que lui.
Il pense que tout aurait été bien mieux si N était resté faible ou s'il n'existait pas du tout, et soudain, il entend la voix d'une femme disant qu'elle peut l'aider. Elle se présente comme un esprit d'arbre et lui dit qu'elle s'appelle Echidna. Yuri se réveille d'une sieste particulièrement agréable lorsque Pina entre dans sa chambre. Pina vient juste de sortir de la douche, alors Yuri l'aide à sécher ses cheveux. Tout en faisant cela, Yuri exprime son inquiétude concernant N. Il n'a pas repris conscience depuis longtemps après son dernier combat, et elle craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Pina la rassure en lui disant qu'N est probablement juste épuisé par tous les combats qu'il a menés récemment. Cependant, si Yuri veut vraiment lui remonter le moral, Pina lui suggère de préparer un bon repas pour N lorsqu'il se réveillera, car il l'appréciera certainement. Yuri trouve que c'est une excellente idée, alors Pina propose qu'elles aillent faire les courses ensemble avant qu'N ne se réveille. Yuri n'est pas convaincu que ce soit une bonne idée de sortir sans N, car l'extérieur pourrait être dangereux, mais quelle est la probabilité qu'il arrive quelque chose de mal juste cette fois où elle sorte sans lui? Pendant ce temps, N est toujours allongé dans son lit, plongé dans un cauchemar terrible. Il revoit des visions de son ancienne vie en tant que bête de somme de Zouad, où il était toujours traité comme de la merde, peu importe ce qu'il faisait. Chaque fois que Zouad le maltraitait ou le rabaissait, N souriait bêtement et acceptait tout sans broncher. Ensuite, il voit une autre vision de lui-même se faisant dévorer vivant par des chiens de l'enfer, et il sait que cela aurait été son destin s'il n'avait pas rencontré Yuri et Ursula. Toutes les insécurités d'N se matérialisent alors sous la forme du nombre de son moi faible, qui lui dit que peu importe ses efforts, il ne pourra jamais changer sa vraie nature. N se réveille en hurlant de son cauchemar et trouve Ursula assise à côté de son lit. Elle lui dit qu'il a dormi très longtemps, ce qui commence à inquiéter Yuri et Pina, mais en parlant d'elle, N demande où elles sont. Ursula lui explique qu'elles sont sorties faire des courses ensemble, mais cela inquiète N, car il ne pense pas qu'il soit sûr pour elle de sortir sans protection. Ursula le rassure en lui disant qu'elle suit leur position en temps réel, et que si quelque chose devait arriver, il pourrait intervenir rapidement. Pour l'instant, elle lui conseille de se reposer un peu plus, car elle a compris qu'il venait de faire un très mauvais rêve. Elle lui raconte son cauchemar, et cela lui fait réaliser que s'il n'avait pas rencontré Ursula et Yuri, ou si Yuri n'avait pas convaincu Ursula de l'aider, il serait déjà mort, dévoré par des monstres. Tout ce qu'il a eu, c'est de la chance, et au fond de lui, il pense qu'il n'est toujours rien de plus qu'un évaluateur sans valeur. Pendant ce temps, Zouad est toujours sous le choc de la proposition d'Echidna. Il lui demande si elle est vraiment sérieuse à propos de l'aider à se venger d'N, et Echidna lui parle d'yeux spirituels. Elle explique que la seule raison pour laquelle N est aussi fort maintenant, c'est parce qu'il a reçu un œil spirituel, et qu'il n'a probablement pas eu à faire d'efforts par lui-même. Zouad comprend enfin ce qui s'est passé et trouve injuste qu'un déchet d'insignifiant comme N ait réussi à le surpasser uniquement grâce à un œil spirituel. C'est alors qu'Echidna lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser, elle lui propose de lui donner un œil spirituel à lui aussi. Sans hésiter, Zouad saute sur l'occasion et accepte avec enthousiasme. Echidna forme alors un œil spirituel dans sa main et l'enfonce dans le front de Zouad. Il ressent une douleur intense tandis que son corps subit une mutation, et une fois la transformation terminée, Zouad est devenu un monstre. Mais c'est un monstre puissant, alors il est satisfait de ce résultat et saute immédiatement en l'air pour tester ses nouveaux pouvoirs. Son corps est beaucoup plus léger qu'avant, alors il commence à courir sur les toits pour voir à quel point il est devenu agile. Mais pendant qu'il fait cela, il aperçoit Jolene avec son nouveau petit ami, et Zouad étant un sacré enfoiré, il lui en veut toujours de l'avoir quitté. Il saute sur eux et décapite instantanément le petit ami. Tout en mâchant la tête du garçon, Zouad demande moqueusement à Jolene vers qui elle va se tourner pour se protéger maintenant. Jolene réalise que le monstre est Zouad et commence à supplier pour sa vie, car elle ne veut vraiment pas mourir, mais Zouad lui arrache la tête sans pitié. De l'autre côté de la ville, Pina et Yuri marchent ensemble lorsqu'elles entendent soudain un énorme crash. Les gens se mettent à courir dans tous les sens, car un monstre sévit dans les environs. Dans le chaos, Yuri remarque un petit garçon blessé et se précipite pour le soigner. Une fois qu'il est guéri, elle lui dit de fuir. Quant à elle, elle ne veut pas partir avant d'avoir soigné tous les blessés. Pendant ce temps, Zouad s'amuse à détruire la ville, et Echidna apprécie le spectacle, mais elle pense qu'il est temps pour Zouad de se mettre au travail. Elle lui dit d'aller attaquer les autres esprits à proximité, car s'il parvient à les tuer, N perdra l'accès à leur pouvoir et redeviendra un faible. Zouad aime cette idée et se précipite pour attaquer le premier esprit qu'il trouve, atterrissant juste derrière Yuri. Il s'apprête à la tuer d'un coup de poing, mais à la dernière seconde, Pina sauve la situation en enfermant Zouad dans une barrière et en emmenant Yuri pour s'échapper. Zouad essaie de briser la barrière à coups de poing, mais rien n'y fait. Echidna lui explique que ce type de barrière ne peut pas être détruit par des attaques physiques ordinaires, mais c'est pour cela qu'elle lui a donné un pouvoir spécial pour ce genre de situation, les arts anti-esprits. Zouad utilise les arts anti-esprits pour accumuler de l'énergie dans son corps, et une fois qu'il en a assez, il parvient à déchirer la barrière et à la briser. Il saute alors en l'air pour poursuivre Yuri et Pina, et lorsqu'il les retrouve, il se prépare à attaquer à nouveau. Pina essaie de se défendre avec une autre barrière,
mais cette fois, Zouad la brise facilement. À ce stade, Pina ne peut pas croire que Zouad ait réussi à briser sa barrière si facilement, et elle n'a plus aucun moyen de se défendre, ce qui la terrifie. Yuri essaie de protéger Pina en se mettant devant elle, mais elle se fait attraper à la place. Zouad a l'intention de la tuer sur le champ, mais à la dernière seconde, N arrive et frappe, obligeant Zouad à lâcher Yuri. N et Ursula s'excusent pour leur retard, mais pour l'instant, N dit à tout le monde de retourner à l'intérieur de son œil, car ce n'est pas sûr ici. Il essaie d'évaluer le monstre, mais il ne peut pas obtenir d'informations à son sujet, car un sort de dissimulation est en œuvre. Ce sort est de très haut niveau s'il parvient à cacher des informations au lieu du dieu esprit d'N, alors Ursula commence à se demander qui pourrait être derrière tout cela. Le monstre charge vers N, qui part son attaque et l'envoie voler. Lorsqu'il revient, N essaie d'utiliser une barrière pour bloquer sa prochaine attaque, mais tout comme avec Pina, le monstre la brise facilement. N est blessé par cette dernière attaque, et le monstre commence à se moquer de lui. N reconnaît sa voix et réalise que ce monstre est en réalité Zouad. Zouad confirme que c'est bien lui et dit à N qu'il a lui aussi reçu la bénédiction d'un esprit, ce qui le rend aussi puissant que lui. N est perplexe et se demande comment Zouad a pu obtenir la bénédiction d'un esprit, mais pendant qu'il réfléchit, il se laisse distraire, et Zouad le frappe contre un mur. Il essaie ensuite de le trancher, mais N esquive et commence à prendre de la distance. Ursula demande à N pourquoi il ne contre-attaque pas, mais même si Zouad est sous cette forme maintenant, il reste techniquement un humain, et N hésite à tuer un humain, même si c'est un salaud. C'est alors que les tentacules de Zouad surgissent du sol, obligeant N à sauter sur un toit voisin, et Zouad le suit. Zouad a encore du mal à croire à la puissance destructrice qu'il possède maintenant, et encore plus de mal à croire qu'N possède une puissance équivalente. Plus que tout, il trouve étrange qu'N ait tout ce pouvoir et ne l'ait jamais utilisé pour son gain personnel. Dès que Zouad a eu la force de le faire, il est allé se venger de ceux qui lui avaient fait du tort, alors il est surpris qu'N ne lui ait pas fait la même chose. Zouad dit à N qu'il a toujours été un évaluateur sans valeur, alors peu importe à quel point N veut jouer les saints, il est impossible qu'il n'ait jamais pensé à lui arracher la tête pour se venger de toutes les humiliations qu'il a subies. N essaie de le nier, mais son ombre lui rappelle toutes les années où il a été moqué pour son travail, lui disant que lui et Zouad sont les mêmes. Ils étaient tous les deux des ordures sans valeur qui feraient n'importe quoi pour survivre, peu importe à quel point c'était humiliant, et même si N est un peu plus fort maintenant, il reste au fond le même déchet humain. N commence à croire que Zouad a raison à son sujet, mais Yuri sort et crie que Zouad a tort. N est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée, et même s'il ne s'en rend pas compte lui-même, Ursula lui dit qu'il est devenu fort et elle ne parle pas seulement de ses capacités, mais aussi de son cœur. Même avec tout le pouvoir qu'il a acquis, il a choisi de l'utiliser pour aider les autres, et il n'a jamais fait de mal à quelqu'un de plus faible que lui, contrairement à Zouad. La gentillesse et le courage d'N ne viennent pas de Yuri, ils font partie de qui il est, et il n'est pas le seul à avoir eu de la chance ce jour-là, car la vie de Yuri a changé pour le mieux depuis qu'elle a rencontré N. Zouad en a marre de tous ces discours sentimentaux, alors il répète à N qu'il n'est qu'un faible qui profite du pouvoir des esprits, mais cette fois, ces mots n'ont plus d'effet sur N. Il admet que la seule raison pour laquelle il est fort maintenant, c'est grâce à l'aide de Yuri et Ursula, et c'est un fait, mais malgré tout, Yuri et les autres croient en lui, alors il va répondre à leurs attentes. Alors qu'N dit cela, de l'énergie commence à affluer dans son corps et chasse son ombre d'insécurité, le rendant beaucoup plus puissant. Ayant fait la paix avec lui-même, N est enfin devenu un gardien spirituel officiel, ce qui signifie qu'il peut utiliser 100% de son pouvoir spirituel. Et cela signifie que lorsque Zouad l'attaque à nouveau, N est capable de lire facilement son attaque et de contre-attaquer. Zouad ne peut pas croire qu'N ait réussi à le contrer si facilement, et maintenant N avance vers lui avec un regard de pitié caractéristique. Zouad ne veut pas être méprisé, alors il se relève et essaie d'attaquer à nouveau, mais au lieu de parer, N se contente de mettre une barrière et d'attendre. Zouad lui dit que la barrière est inutile, car ses arts anti-esprits la traverseront sans problème. À sa grande surprise, son attaque rebondit sur la barrière. Il semble que la bénédiction que Zouad a reçue ne représente que 10% du pouvoir de l'esprit, et face aux 100% de puissance d'N, Zouad n'est pas de taille. Zouad, frustré, commence à crier pour qu'Eshina lui donne plus de pouvoir, et comme elle est amusée par le spectacle qu'il offre, Eshina lui donne un petit coup de pouce, ce qui le fait muter encore plus. Zouad charge à nouveau vers N, mais cette fois, N est prêt à en finir et lève son épée avant de déchaîner une attaque qui détruit complètement l'œil spirituel de Zouad. À la fin, Zouad retrouve sa forme humaine et voit N debout devant lui tendant la main. Zouad déteste la façon dont N agit toujours avec tant de supériorité, offrant son aide même s'il est un faible, mais N ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à vouloir aider les autres, même si on est faible. N a pu changer et devenir la personne qu'il est aujourd'hui, alors sûrement Zouad peut aussi changer. Tout ce qu'il a à faire, c'est faire le premier pas. Cela finit par toucher Zouad, alors il prend la main d'N. Mais il a quand même décapité 2 personnes et détruit la ville, alors il va passer beaucoup de temps en prison. N se sent mal pour Zouad,
car quelqu'un a clairement profité de ses émotions pour lui donner des pouvoirs spirituels, mais que pourrait gagner cet esprit mystérieux. Plus tard dans la nuit, Echidna retourne dans la ville et récupère l'œil spirituel brisé, car il a enregistré tout le combat, ce qui signifie qu'elle a maintenant accès aux données de combat d'En. Tout se déroule selon son plan, à part le fait que Zod a survécu au combat. En a imprégné son attaque finale des pouvoirs de purification de Yuri, c'est pourquoi elle a détruit la forme monstrueuse de Zod sans le tuer. Mais maintenant, il y a un risque que Zod parle de sa rencontre avec Echidna, alors elle scelle ses souvenirs, car elle ne peut pas se permettre qu'il interfère avec ses plans pour ressusciter le seigneur démon Mictoran. Plus tard, En est assis en train de savourer une bonne tasse de thé lorsque Yuri s'approche de lui, nerveuse, car elle a une faveur à lui demander, elle veut qu'il l'embrasse. En est complètement paralysée par ce qu'il vient d'entendre et lui demande si elle plaisante, mais Yuri est sérieuse. Ursula apparaît alors derrière En et lui explique que, même si elle n'aime pas l'idée, le baiser est un rituel de contrat entre les gardiens et leur esprit, donc En doit le faire. Jusqu'à présent, la connexion entre lui et Yuri a été instable, et Yuri a supporté la majeure partie du fardeau pour s'assurer qu'En ne souffre pas. Mais maintenant qu'il est devenu un gardien officiel, une connexion appropriée a été établie, et le rituel est nécessaire pour renforcer cette connexion. Si c'est le cas, alors En doit embrasser Yuri. Il se tourne vers elle, mais il aperçoit Kurohime et Pina en train de le fixer. Elles lui disent de les ignorer et de passer à l'acte, mais elle ne peut pas faire quelque chose d'aussi embarrassant avec un public. Ursula prend sa défense et demande à Pina et Kurohime d'attendre à l'extérieur, car elle est visiblement mal à l'aise. Pina se demande cependant comment Ursula peut être si calme alors qu'un étranger s'apprête à embrasser sa fille. Ursula lui répond que ce n'est pas un problème car elle n'est pas un étranger, mais elle le prévient que s'il essaie de faire plus qu'un baiser, il ne survivra pas à sa colère. Tout le monde quitte alors la pièce, laissant En et Yuri seuls. Yuri fait la moue, et En se penche pour l'embrasser, mais il rate son coup et trébuche, ce qui donne un baiser sur le front plutôt que sur les lèvres. Un baiser sur le front compte techniquement, donc l'œil d'En évolue à nouveau, mais il est contrarié d'avoir échoué, bien que Yuri semble toujours très heureuse. Pendant ce temps, Echidna se rend au château du démon baron Falco pour lui confier une mission, elle veut qu'il élimine un garçon. Falco n'a aucun problème à tuer un seul humain, mais il ne comprend pas pourquoi c'est lui, parmi tous, qui est chargé de tuer un primate insignifiant. Echidna lui explique que même si elle ne semble pas impressionnant, il a été assez fort pour vaincre Behemoth. Falco ne trouve pas cela si impressionnant, car il aurait pu faire de même. Cependant, comme Echidna lui fait confiance, Falco accepte de tuer En et ouvre un portail vers le monde humain. Son pouvoir, appelé vent galvanique, lui permet de voler à des vitesses supersoniques qui le rendent invisible à l'œil nu. Ainsi, même parmi les autres nobles démons, la vitesse de Falco est inégalée. Alors qu'il se rapproche de l'emplacement d'En, il le voit sortir sur le balcon. Falco s'arrête devant lui et commence à se présenter, mais il est interrompu en plein milieu de sa phrase car elle ne veut pas avoir à gérer un oiseau ennuyeux à une heure aussi tardive. Il demande à Falco s'il peut revenir plus tard. Falco se sent extrêmement insulté et charge En à toute vitesse, avec l'intention de le trancher avec ses griffes, mais au lieu de cela, il se fait gifler et est projeté dans le ciel. Falco ne peut pas croire ce qui vient de se passer, car En a réussi à réagir à son attaque supersonique avec une facilité déconcertante. Et ce n'est pas tout, En saute après lui et utilise une balle hélice pour le faire tomber au sol. Au moment où Falco touche le sol, il est déjà mort. En évalue alors la capacité de vent galvanique et se prépare à retourner se coucher. Mais tout ce vacarme réveille les autres, et En s'excuse de les avoir dérangés. Il demande ce qui se passe, mais lorsqu'il voit le démon qu'En a tué, Pina plaisante en disant que si En était assez fort pour gérer ça sans l'aide d'Ursula, peut-être qu'il est déjà plus fort qu'elle. Ursula le met alors dans une prise pour réaffirmer sa dominance. Le lendemain, En se rend au château royal, et Claudia est surprise de le voir là, car En ne vient pas souvent au château. Elle lui demande ce qu'il fait ici. En explique qu'il espérait visiter la bibliothèque interdite du château, car elle contient des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et il pense qu'il pourrait y trouver des informations sur les esprits des arbres. Normalement, la bibliothèque n'est accessible qu'à la famille royale, mais comme le roi a offert à En une montre arborant le blason de la famille royale, il est autorisé à entrer. Claudia l'emmène à l'entrée principale de la bibliothèque interdite, mais malheureusement, c'est aussi loin qu'elle peut aller, car pour entrer dans la bibliothèque, il faut avoir la permission du roi et du bibliothécaire. En a déjà la permission du roi, mais il se demande comment obtenir celle d'un bibliothécaire qu'il n'a jamais rencontré. Claudia explique que le processus est assez simple, car on ne peut tout simplement pas entrer si le bibliothécaire ne le permet pas et ne comprend toujours pas ce qu'elle veut dire, mais il essaie quand même d'entrer, et rien ne semble se passer. Il en déduit que cela signifie que le bibliothécaire lui a donné la permission d'être ici. Il dit à Yuri de le suivre pour qu'il puisse commencer à chercher des livres, mais lorsque Yuri essaie d'entrer, elle est arrêtée par une barrière. Ursula se téléporte immédiatement aux côtés d'En et Yuri pour s'assurer que tout va bien, car sa connexion avec En a soudainement été coupée, probablement à cause de la barrière.
Anne demande à Ursula si elle peut se téléporter de l'autre côté de la barrière, mais elle a déjà essayé, et quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas passer de l'autre côté, car la barrière ne permet qu'aux humains de passer. Comme les autres ne peuvent pas traverser, Anne décide d'entrer seule dans la bibliothèque pour l'instant. En entrant, il est émerveillé par le nombre impressionnant de livres. Soudain, il sent quelque chose tomber d'en haut, mais en regardant de plus près, il réalise que c'est une fille. Il court vers elle et la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Il demande à la fille si elle va bien, et elle le remercie de l'avoir sauvée, mais elle est visiblement embarrassée d'être tenue par Anne. La fille lui dit qu'elle s'appelle Alice, alors Anne se présente et lui demande pourquoi elle est tombée de nulle part comme ça. Alice explique qu'elle était en train de lire un livre à l'étage supérieur, et soudain, elle est tombée. Elle était tellement absorbée par sa lecture, et d'ailleurs, elle sort une baguette et utilise la magie pour renvoyer le livre à sa place sur les étagères. Elle sait où chaque livre de la bibliothèque se trouve, car elle est la bibliothécaire. Anne est surpris d'apprendre qu'Alice est la bibliothécaire, donc la première chose qu'il fait est de la remercier. Elle ne comprend pas pourquoi Anne la remercie soudainement, mais Anne est reconnaissant, car la seule raison pour laquelle il a pu entrer dans cette bibliothèque est qu'elle, la bibliothécaire, lui a donné la permission. Sur ce, Alice demande à Anne de lui dire pourquoi il est venu ici. Anne lui explique qu'il y a quelqu'un de très important pour lui, et il veut l'aider à retrouver sa famille. Alice comprend et utilise sa magie pour faire descendre un livre. Elle lui dit que ce livre contient des informations sur les donjons secrets, donc il peut le lire pour en savoir plus. Elle lui demande aussi comment va Yuri, mais Anne lui demande comment elle connaît le nom de Yuri. Alice explique qu'elle reconnaît le noyau spirituel dans l'œil d'Anne, et la raison pour laquelle elle sait qu'il appartient à Yuri est qu'elle est aussi un esprit de l'arbre-monde. Plus tard, Anne vient de terminer la conquête d'un donjon qui était listé dans le livre qu'Alice lui a donné, mais ce n'était pas le bon, donc il commence à se demander s'il a le bon livre. Il a l'intention de retourner à la bibliothèque et de demander à Alice à ce sujet lorsqu'il la verra. Alice les a observés tout ce temps avec son pouvoir des yeux à 1000 lieues, mais Akaan demande pourquoi elle n'a pas donné à Anne un livre sur leur donjon secret si elle est si intéressée à voir comment vont ses frères et sœurs. Cela aurait été beaucoup plus facile pour elle de revoir Yuri et Pina si elle lui avait indiqué l'emplacement réel du donjon, mais Alice a peur de s'impliquer dans le monde extérieur. Elle n'a pas de pouvoir de combat comme ses frères et sœurs, donc tout ce qu'elle peut faire est de regarder de loin avec ses yeux à 1000 lieues. De plus, le monde extérieur est plein d'humains, et Alice déteste les humains car ce sont eux qui ont tué sa grande sœur, Echidna. Cependant, Akaan fait remarquer qu'Anne ne semble pas être une mauvaise personne. Lorsqu'il a découvert qu'Alice était un esprit de l'arbre, Anne a été très surpris, et quand Akaan est sorti, il lui demande si elle est la gardienne d'Alice. Akaan confirme et dit que c'est un plaisir de le rencontrer, donc Anne lui serre la main. Akaan le remercie d'être si gentil avec sa fille, car c'est la première fois depuis longtemps qu'Alice est aussi heureuse, même si elle n'en a pas l'air. Quoi qu'il en soit, comme Alice est un esprit de l'arbre, Anne lui dit que Yuri et Pina l'attendent à l'extérieur, donc les trois peuvent enfin être réunis, mais malheureusement, Akaan lui dit que ce n'est pas si simple. Elle explique qu'Anne est peut-être entrée par une porte dans le château royal, mais cette bibliothèque se trouve en réalité dans un donjon secret complètement séparé. Une porte spéciale relie le château à la bibliothèque, mais elle ne permet qu'aux humains de passer, et en plus, un puissant sort est jeté dessus pour s'assurer que seules les personnes ayant obtenu l'approbation du roi et d'Alice peuvent passer. Cet endroit contient tout le savoir le plus précieux du royaume, donc en échange de l'utilisation du pouvoir de l'arbre-monde pour protéger cet endroit, Akaan et Alice sont autorisés à vivre ici et à lire autant de livres qu'elles le souhaitent. Mais si Alice ou Yuri passaient par la porte, cela briserait le contrat qui a maintenu cet endroit debout pendant des siècles. Donc, si Anne veut réunir Yuri avec Alice, il va devoir trouver le donjon secret et entrer par l'entrée principale. C'est une option, mais Anne pense que ce serait plus rapide s'il emmenait simplement Alice avec lui. Cependant, Akaan ne pense pas que ce sera si facile. Alice est incroyablement fragile et faible, donc elle ne tiendrait pas longtemps dans un environnement de donjon hostile. De plus, elle n'a pas l'air de vouloir partir. Anne comprend qu'Alice veut revoir Yuri et Pina, mais elle a trop peur d'affronter le monde extérieur. Il comprend ce qu'elle ressent, donc il lui dit que si elle est prête à faire le premier pas, il fera tout son possible pour la sortir de là en toute sécurité. Mais encore une fois, il sera probablement difficile pour elle de faire confiance à Anne alors qu'ils viennent juste de se rencontrer, donc il décide de faire de son mieux pour trouver le donjon et amener Yuri et Pina à Alice. Revenons au présent, Akaan dit à Alice que c'est bien si elle veut rester ici et attendre qu'Anne la trouve, mais elle sait qu'Alice a un faible pour lui, donc elle veut qu'elle soit fidèle à elle-même. Les livres, c'est bien, mais il y a des choses qu'on ne peut apprendre qu'en les vivant soi-même, donc ce serait une bonne idée de faire confiance à Anne, car cela lui permettra de vivre toutes sortes d'expériences. Et si quelque chose de mal arrive, elle peut toujours revenir à la bibliothèque quand elle veut. Anne arrive bientôt à la bibliothèque pour demander à nouveau des informations sur le donjon secret, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Akaan pousse Alice à faire le premier pas. Alice s'approche d'Anne et lui dit qu'elle lui fait confiance, donc elle aimerait aller voir le monde extérieur avec lui.
N est ravi de l'entendre, donc il prend Alice dans ses bras et saute hors de la bibliothèque pour quitter le donjon ensemble. Avant de partir, Akaan donne à N le noyau spirituel d'Alice, car elle ne peut pas quitter cet endroit sans lui. Avec cela, N, Alice et Akaan commencent leur voyage pour s'échapper du donjon secret. Mais Akaan ne plaisantait pas quand elle a dit qu'Alice est vraiment faible, car elle est complètement épuisée après seulement quelques pas. Ils doivent continuer à avancer, donc N décide de porter Alice sur son dos tout en traversant le donjon. Finalement, N affronte son premier boss, un monstre samouraï, et il a du mal car les compétences à l'épée du samouraï sont bien supérieures à celles d'N. N réalise qu'il n'a aucune chance de gagner dans un combat à l'épée, donc il jette son épée, et en raison de son code d'honneur, le samouraï fait de même. Mais immédiatement après, N se précipite devant lui et lui donne un coup de pied au visage. Une fois le samouraï mort, N commence à évaluer la capacité du samouraï, et pendant qu'il fait cela, Alice s'approche de lui et commence à toucher son visage. Akaan explique qu'Alice s'inquiète simplement qu'N se soit blessé pendant le combat, donc N lui dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car il va parfaitement bien. Après cela, ils arrivent bientôt à la sortie du donjon, et une fois qu'ils sortent, il ne faudra pas longtemps avant qu'Alice ne soit réunie avec ses frères et sœurs. Cependant, Alice ne semble pas très heureuse. Elle ne comprend pas pourquoi, donc Akaan explique qu'Alice est contrariée car une fois qu'ils quitteront le donjon, elle ne la portera plus. Mais si c'est ce qui la tracasse, N dit qu'il peut la porter autant qu'elle le veut, même après leur retour à la maison. N ramène finalement Alice au manoir, et Yuri est si heureuse de la voir qu'elle essaie de la serrer dans ses bras, mais Alice n'est pas fan des gros câlins. Yuri embrasse alors N et le remercie d'avoir ramené Alice, mais Alice est un peu mal à l'aise en voyant Yuri si proche d'N, donc Pina décide de la taquiner un peu. Elle embrasse aussi N et dit à Alice que si elle ne se dépêche pas, il n'y aura plus de place pour elle, donc Alice n'hésite pas et s'accroche au bras d'N. Pina commence alors à taquiner Alice encore plus et lui demande pourquoi elle tient si fort le bras d'N, mais elle n'est même pas gênée et dit simplement à Pina d'arrêter d'embêter Alice. Mais blague à part, le fait qu'N ne soit même pas un peu gêné par ses taquineries fait penser à Pina qu'N est peut-être vraiment amoureux d'Alice, donc tout le monde commence à l'interroger. N tente d'échapper à son interrogatoire en se précipitant dans le sauna, mais les filles le suivent à l'intérieur, et maintenant, elles refusent de le laisser partir tant qu'il n'aura pas répondu à leurs questions. Heureusement, Ursula finit par dire aux filles d'arrêter, car ce n'est pas bien de coincer N de cette manière. Elle cesse donc de l'interroger. Mais cela ne signifie pas qu'N peut se détendre, car il a des problèmes encore plus grands, il y a des opis et des cuisses épaisses partout où il regarde, et Pina est assise sur ses genoux sans raison apparente, ce qui rend difficile pour lui de se contrôler. Pina commence à le taquiner et lui demande si son corps doux le rend tout excité et mal à l'aise et c'est vraiment le cas, alors N dit qu'il va sortir du sauna maintenant. Alors qu'il s'apprête à partir, il remarque qu'Alice commence à se sentir un peu faible, alors il lui dit qu'elle devrait probablement sortir du sauna aussi. Cependant, Alice refuse car elle veut rester avec tout le monde, surtout avec N, car elle a décidé qu'elle restera à ses côtés pour toujours. C'était censé être la manière d'Alice de lui avouer son amour, mais il semble que le message ne soit pas passé. Juste à ce moment-là, N se souvient qu'il n'a pas encore assimilé le cœur d'Alice, alors il demande à Ursula si elle peut l'aider, et elle accepte. Après qu'Ursula a traité le cœur d'Alice, Alice s'approche d'N car elle a quelque chose à dire, mais elle trébuche accidentellement et, pour se stabiliser, elle attrape la partie inférieure d'N et lui baisse son pantalon. Maintenant, tout le monde a une vue dégagée sur N, et Kurohime pensait que ce serait plus drôle, mais elle est honnêtement impressionnée par ce qu'N a dans son pantalon. Un peu plus tard, N est assis dans le salon et réfléchit au prochain donjon qu'il devrait explorer quand, soudainement, Megan et Jasper apparaissent de nulle part. Ils lui disent qu'il a reçu une demande personnelle du roi. Jasper demande à N s'il connaît les démons, et N se souvient qu'il en a combattu un récemment, donc il sait de quoi Jasper parle. Jasper et Megan expliquent ensuite que les démons ont autrefois chassé les humains du royaume humain, mais un mur dimensionnel a été érigé pour arrêter leur avancée. Malheureusement, il y a eu plusieurs observations de démons dans la région de Reshik, donc la mission d'N est de s'y rendre et de vaincre les démons qui causent des troubles. Normalement, une mission comme celle-ci serait confiée à des aventuriers normaux, mais les humains normaux ne pourraient jamais espérer tenir tête à un démon. N n'est pas obligé d'accepter la mission, mais il ressent le besoin d'aider les gens qui souffrent, alors il promet de vaincre les démons qui terrorisent le domaine de Reshik. Pendant ce temps, dans le domaine de Reshik, un grand groupe de personnes se dirige vers la forêt, et dans ce groupe, il y a un homme et sa fille, Mia. Mia demande à son père combien de temps ils doivent encore marcher car elle commence à avoir faim, mais son père la rassure en disant qu'ils n'auront plus à marcher longtemps. Le groupe finit par arriver à une formation rocheuse au milieu de la forêt, et bientôt le sol commence à trembler, alors ils s'agenouillent tous car cela signifie que l'hydre approche. Mia est confuse et demande ce qu'est une hydre, alors son père lui explique que c'est un serpent géant qui protège leur village. Un monstre recouvert de bave violette émerge bientôt de la forêt, et il semble attendre quelque chose, alors un homme du village dit au père de Mia de se dépêcher avec le sacrifice.
Le père de Mia hésite et dit à Mia d'aller vers l'hydre, et Mia accepte de le faire, mais elle voit que son père tremble, alors elle essaie de le réconforter avant de partir. Elle sait qu'elle est sur le point d'être sacrifiée, et elle sait qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent que le village survive, alors avec des larmes aux yeux, elle demande à son père de rester fort quand elle sera partie. Elle court ensuite vers l'hydre et lui dit qu'elle est prête à être sacrifiée, mais à la dernière seconde, le père de Mia court vers elle et l'embrasse car il ne peut pas supporter de perdre sa fille. Les autres villageois deviennent furieux car ils avaient déjà décidé que Mia serait le sacrifice de ce mois-ci, mais s'ils doivent vraiment sacrifier quelqu'un, alors le père propose de se sacrifier à la place de sa fille pour qu'elle survive. Malheureusement, l'hydre dit qu'elle n'aime pas manger les hommes, c'est pourquoi elle a un accord très clair avec les villageois, en échange d'une fille du village chaque mois, elle ne détruira pas le village, mais maintenant ils ont rompu cet accord, donc l'hydre dit qu'elle va infliger une punition. Elle crache un poison mortel, faisant tomber tous les autres villageois au sol et les faisant se tordre de douleur. Ensuite, elle se prépare à avaler Mia entière, mais avant qu'elle ne puisse l'engloutir, elle apparaît et bloque l'attaque avec un bouclier, et quand Mia lève les yeux et voit N la protéger, elle pense qu'il doit être un dieu. Alors qu'N affronte l'hydre, Ursula l'avertit qu'il s'agit d'un monstre de rang SS avec une capacité qui lui permet de générer du poison et des médicaments. De plus, cette bave violette qui recouvre son corps est une couche permanente de toxines mortelles qui protège l'hydre de la plupart des dégâts physiques. N remercie Ursula pour l'avertissement, mais avant de s'occuper de l'hydre, il doit prendre soin de toutes les personnes qui sont en train de mourir du poison, alors il demande l'aide de Yuri et utilise ses pouvoirs pour guérir tout le monde dans la zone en même temps. L'hydre est choqué qu'N soit capable de neutraliser son poison rien qu'en le regardant, car cela ne devrait pas être possible, mais après toutes les améliorations qu'N et Spirit Eye ont obtenues, les pouvoirs de guérison de Yuri se sont également améliorés. N dit ensuite aux villageois qu'il va s'occuper de l'hydre, alors il sort son épée, et en un instant, l'hydre est réduite en morceaux de chair. Les villageois restent stupéfaits, et l'un d'eux reconnaît enfin N comme le célèbre tueur de dragons de la capitale. Ils se précipitent tous vers lui pour le remercier d'avoir sauvé leur vie, mais N leur dit de ne pas s'inquiéter car il est là pour aider ce domaine. Sur ce, il demande s'il peut rencontrer le seigneur de ce domaine, mais dès qu'il mentionne le seigneur, la bonne humeur parmi les villageois disparaît soudainement. Il le remercie à nouveau de les avoir sauvés, car ils seraient sûrement tous morts maintenant s'ils n'étaient pas apparus, mais il ne pense pas qu'N puisse faire grand-chose pour aider leur village, alors ils se retournent et rentrent chez eux. N est laissé perplexe par le comportement des villageois, mais alors qu'ils partent, Mia se retourne et dit à N qu'elle est vraiment reconnaissante que Dieu soit venu la sauver. N lui dit qu'il est loin d'être aussi impressionnant qu'un dieu, mais quand il s'agit de protéger les sourires des gens comme elle, même un dieu ne pourrait pas l'arrêter. Il dit ensuite à Mia de rentrer chez elle auprès de son père, et pendant ce temps, il va aller rencontrer le seigneur féodal. N finit par trouver le manoir du seigneur, mais Pina pense qu'il y a quelque chose d'étrange à propos de cet endroit car, malgré l'état du village voisin, cet endroit semble vraiment anormalement luxueux. Elle n'est pas sûre des dangers qui pourraient se cacher dans le manoir, alors il dit à toutes les filles de retourner dans son œil pour leur sécurité. Il entre ensuite par la porte d'entrée et se présente comme un aventurier envoyé ici par la guilde, moment auquel il est accueilli par le seigneur actuel, Nigain. Nigain invite N à s'asseoir et à manger un gâteau qu'il a préparé lui-même, alors N en prend une bouchée, mais le goût est horrible. Nigain demande à N ce qu'il pense du gâteau, et N ne veut pas être impoli, alors il ment et dit à Nigain que le gâteau est bon. Mais ensuite, Nigain goûte le gâteau lui-même et réalise son erreur, il a accidentellement utilisé du sel au lieu du sucre en préparant le gâteau, alors il s'excuse d'avoir fait goûter à N quelque chose d'aussi mauvais. Quoi qu'il en soit, N veut en venir directement au but de sa visite, alors il dit à Nigain qu'il est ici car il y a eu des signalements de démons dans son domaine. Nigain lui répond calmement qu'il n'y a pas de démons ici et suggère qu'un des locaux a peut-être confondu un monstre ordinaire avec un démon. N suppose que Nigain n'est pas au courant de ce qui se passe dans son domaine, alors il l'informe qu'il a en fait rencontré et tué un démon en chemin. Dès qu'N dit cela, Nigain commence à paniquer car c'est lui qui a invoqué l'hydre pour protéger le village. Le village était constamment envahi par des monstres, et il aurait été détruit si Nigain n'avait rien fait, alors il a conclu un pacte avec l'hydre pour qu'elle les protège. N lui rétorque que l'hydre exigeait des sacrifices, alors il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder des innocents se faire tuer. Mais Nigain dit que c'est son devoir de s'assurer que la terre que son père lui a laissée reste en sécurité, donc s'il doit laisser une personne mourir pour en sauver des centaines, alors c'est exactement ce qu'il fera. Ce n'est pas comme si N allait rester et protéger le village pour toujours, et tout le monde n'est pas assez fort pour se protéger lui-même. Nigain part ensuite car il a quelque chose à faire, et n'ayant plus rien à dire, N quitte le manoir. En s'éloignant, N se demande s'il n'a pas fait une erreur en tuant l'hydre sans connaître toute l'histoire. Mais même si l'hydre était là pour protéger le village des monstres, N ne peut pas accepter l'idée de sacrifier intentionnellement des villageois comme ça. Yuri voit qu'N a du mal à décider ce qui est bien, alors elle sort pour lui offrir un peu de réconfort. Elle ne comprend pas grand-chose aux dilemmes moraux comme celui-ci, mais une chose dont elle est certaine,
c'est qu'En devrait suivre le chemin qu'il croit être le bon. De retour dans le manoir, Nigan se dirige vers un miroir au fond de sa chambre et dit frénétiquement à Shadow que l'hydre a été tué, donc ils doivent trouver un remplaçant pour sauver le village. Shadow dit à Nigan de se calmer car il peut facilement obtenir un remplaçant pour protéger le village, mais il dit qu'il y a un problème plus important à régler avant cela, N. Aucun humain ordinaire ne pourrait tuer un monstre de rang SS comme l'hydre, alors il convainc Nigan qu'En est un démon qui détruira cette terre à moins que Nigan ne l'arrête. Maintenant, Nigan n'est pas un méchant, il est juste stupide et facilement manipulable, alors après un peu de persuasion de la part de Shadow, il croit maintenant fermement que tuer N est la seule façon de résoudre ses problèmes et de garder le village en sécurité. Il remercie Shadow pour son aide et commence à s'éloigner, et pendant que Nigan part, Shadow révèle son plan de prendre un jour le contrôle du corps de Nigan. N se rend au village pour voir s'il peut obtenir des informations sur la situation des monstres dans la région, et dès qu'il arrive, il trouve sa réponse car les défenses du village sont à peu près aussi sécurisées qu'une voiture déverrouillée au Colorado. Les murs ont d'énormes trous, et il n'y a pas un seul garde ou soldat en vue, donc bien sûr, les monstres peuvent attaquer le village quand ils veulent. Il ne comprend pas comment les choses ont pu devenir aussi mauvaises, alors il s'approche d'une fille qui travaille à proximité et dit qu'il veut lui poser quelques questions sur cet endroit et le seigneur Nigan. Dès qu'En mentionne le seigneur Nigan, la fille est effrayée et s'enfuit pour éviter d'en parler, et la même chose se produit avec tous les autres villageois quand N essaie de les interroger, alors il commence à penser qu'ils ont peut-être peur de Nigan. Finalement, il parvient à trouver un homme qui l'a sauvé plus tôt, alors il s'approche de lui et dit qu'il a quelques questions à poser. L'homme le reconnaît, alors il est prêt à répondre aux questions d'N, mais il ne pense pas que cela lui sera utile. Il explique que la guilde a envoyé de nombreux aventuriers et soldats ici auparavant, mais après avoir vu l'état de ce village, ils sont tous repartis et les ont abandonnés. Et il ne leur en veut même pas d'être partis car ce village est une cause perdue au cœur du territoire des monstres. En fait, juste après qu'En ait vaincu l'hydre, des monstres ont attaqué les champs et détruit toutes leurs récoltes, donc tous les villageois mourront soit par les monstres, soit de faim. Il dit à N de rentrer chez lui car il n'y a rien qu'il puisse faire pour sauver ce village. Cependant, N refuse de laisser les choses en l'état, alors il utilise sa magie de la terre sur les champs piétinés et fait pousser instantanément une année de récolte. Ensuite, il se dirige vers le mur de la ville et utilise sa magie de la terre pour créer un mur encore plus grand derrière lui. Cela devrait au moins empêcher les monstres d'entrer dans la ville à pied pour l'instant, alors N se tourne vers l'homme et lui dit de ne pas abandonner, tant que lui et tous les autres sont encore en vie, il y a de l'espoir, alors il lui demande d'accepter son aide. L'homme éclate soudainement de rire car c'est la deuxième fois que quelqu'un le supplie en offrant de l'aide. La première personne était le seigneur originel de cette terre, le père de Nigan. Il garde un souvenir affectueux du père de Nigan à cause de sa gentillesse et de son courage, mais depuis que Nigan a pris le pouvoir, les choses ont empiré. Peu après que Nigan ait pris le contrôle, l'hydre est apparu, et ensuite le budget de défense du village a été réduit tandis que les taxes ont été augmentées de manière astronomique. Bien sûr, les gens voulaient se plaindre à ce sujet, mais tous ceux qui sont allés au manoir pour déposer une plainte ne sont jamais revenus, alors finalement, les villageois ont perdu espoir et ont accepté leur sort. Mais grâce à N, l'homme pense qu'il peut enfin recommencer à croire que les choses vont s'améliorer, et N promet de faire de son mieux pour que tout se passe bien. Cependant, quelques instants plus tard, N voit quelque chose d'horrifiant, une énorme horde de monstres se dirige droit vers le village, mais quoi qu'il arrive, il ne laissera aucun villageois se faire blesser. Nigan a certainement un rôle à jouer dans tout cela, mais N a des problèmes bien plus importants à régler, car la horde se rapproche rapidement. Il saute sur le mur pour avoir une meilleure vue, et à son horreur, il y en a encore plus qu'il ne le pensait. Yuri demande à N ce qu'il compte faire, mais même s'il parvient à terminer le mur autour du village, il ne tiendra jamais face à tous ces monstres. En voyant la horde qui se dirige vers eux, tous les villageois abandonnent et acceptent que c'est ainsi qu'ils mourront. Mais N a fait la promesse de protéger les sourires de tous les villageois, et rien ne l'empêchera de tenir cette promesse. Il dit à Yuri de retourner dans son œil pour être en sécurité, puis saute dans le ciel pour avoir un meilleur point de vue. Il a maintenant une vue dégagée sur tous les singes, alors il lance une énorme hélix boulette sur la horde. Mais même si cela en élimine un grand nombre, il en reste encore beaucoup à affronter. Les singes essaient de sauter en l'air pour attaquer N, mais il utilise ses compétences pour réagir et les découpe en morceaux. Il utilise ensuite toutes les techniques de son arsenal pour éliminer autant de singes que possible, et lorsqu'il a terminé, le champ est complètement nettoyé. Tous les villageois restent stupéfaits de ce qu'N vient d'accomplir, mais Pina le prévient que s'il continue à se battre ainsi, il va s'épuiser rapidement. N en est conscient, mais il n'a pas vraiment le choix, car d'autres singes approchent maintenant. Il dégaine son épée et se met en position pour une frappe puissante, mais il doit s'assurer d'éliminer tous les singes en un seul coup, alors il commence à étendre la portée de son attaque. La portée de la N-Drawing Strike ne cesse de grandir, mais Ursula le prévient que s'il continue ainsi, même lui ne survivra pas au contre-coup. N comprend les risques, mais quoi qu'il arrive à son corps, il refuse d'abandonner les villageois.
Alors que les singes se rapprochent de lui et commencent à s'accumuler, N libère sa frappe tranchante, coupant chacun d'eux en deux. Une fois que tout est calmé, N parvient à peine à se tenir debout, et quelques instants plus tard, il s'effondre au sol. Yuri se précipite vers lui pour commencer à soigner son corps, et Ursula sort également pour dire à N à quel point elle est impressionnée. Il a dû se pousser à un point où la guérison automatique de Yuri ne pouvait pas suivre, mais il a quand même réussi à tuer tous ces monstres seul, et c'est quelque chose qu'elle ne pourrait même pas faire. N finit par reprendre conscience, alors il remercie Yuri de l'avoir soigné et lui demande si les villageois vont bien. C'est alors que Mia court vers N et l'embrasse, tandis que tous les autres villageois le remercient, car c'est la deuxième fois qu'il les sauve d'une mort certaine. Un des villageois prend la parole et demande à ses compatriotes s'ils peuvent vraiment continuer à vivre ainsi. N a risqué sa vie pour les protéger, alors que tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est soupirer impuissant et accepter leur sort. Mais après avoir vu N se battre avec une telle intensité pour protéger leur vie, l'homme se sent motivé à se défendre lui-même, tout comme tous les autres villageois. N est vraiment heureux de voir tous ces gens retrouver l'espoir, car cela lui rappelle ce qu'il était lorsqu'il a rencontré Yuri pour la première fois. Cela le rend heureux de penser qu'il a pu faire une différence dans la vie de tant de gens, tout comme Yuri l'a fait pour lui, et il est plus sûr que jamais qu'il veut passer le reste de sa vie avec Yuri à ses côtés. Tous les villageois entendent ce qu'En a dit, alors ils commencent à le taquiner, ce qui fait rougir En et Yuri. Les villageois lui disent qu'il n'a pas à avoir honte de ses sentiments, car il est tout à fait normal de se battre pour ce qui compte, tout comme ils vont désormais se battre pour leur village, car ils ne laisseront plus Nigain leur faire peur. Mais en parlant de Nigain, celui-ci apparaît et demande de quoi tout le monde parle. Les villageois ont encore un peu peur de lui, mais ils tiennent bon et disent à Nigain qu'ils ne lui obéiront plus. Après tout, Nigain les a laissés mourir lentement, alors qu'En est venu se battre pour les défendre. Nigain regarde les villageois comme s'ils étaient stupides et leur dit qu'ils sont trompés, car il est sûr qu'En est un démon. Après tout, quel genre d'humain pourrait posséder assez de puissance pour vaincre la horde de monstres ou l'hydre d'avant? En fait, toute cette situation doit faire partie du plan d'En pour prendre le contrôle du domaine de Reshik, mais Nigain dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car il va les sauver. Maintenant, les villageois regardent Nigain comme s'il était stupide, car ils n'ont aucune idée de ce dont il parle. Tout d'abord, ils savent qu'En n'est pas un démon, mais même s'il l'était, ils préféreraient encore rester avec lui, car il est 100 fois meilleur que Nigain ne l'a jamais été. Nigain ne peut pas croire que les gens choisiraient N plutôt que lui après tout ce qu'il a fait pour protéger le territoire de Reshik, mais les villageois lui rappellent qu'il les a préparés à être sacrifiés, et comment pourrait-il prétendre protéger le domaine alors qu'il est si prêt à sacrifier les gens qui y vivent? Ce dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui est prêt à se battre à leur côté pour protéger leur foyer. Dès que les villageois disent cela, Nigain a des flashbacks de son père, et tout à coup, il ressent une douleur aiguë dans tout son corps. Il commence à crier pour que Shadow l'aide, car il ne comprend pas ce qui se passe. Son peuple ne croit pas qu'il agissait pour leur bien, et maintenant il a l'air d'être le méchant, alors il sort un miroir de poche et demande à Shadow ce qu'il devrait faire. N remarque le miroir et réalise que c'est une mauvaise nouvelle, alors il l'évalue, mais à sa grande surprise, il est protégé par un sort de dissimulation de haut niveau, donc il ne peut obtenir aucune information. Il essaie d'avertir Nigain de lâcher le miroir immédiatement, mais il est trop tard, car Shadow a déjà commencé la dernière partie de son plan. Une énergie sombre commence à envelopper Nigain alors qu'il est transporté dans le paysage mental semblant de Shadow. Il demande à nouveau à Shadow des conseils sur la manière de gérer la situation, et Shadow lui dit qu'il n'a qu'à tuer tout le monde. Nigain ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais Shadow lui dit qu'il n'a aucune utilité pour des sujets qui ne lui obéissent pas, alors Nigain devrait simplement tuer les villageois comme il a tué son père. Nigain est confus, alors il dit à Shadow qu'il n'a pas tué son père, que son père est mort d'une maladie, mais cela fait rire Shadow, car il ne peut pas croire que Nigain pense encore que son père est mort d'une maladie ordinaire. Quoi qu'il en soit, puisque le plan de Shadow est presque terminé, il décide de dire la vérité à Nigain sur ce qui est arrivé à son père. Quand Nigain était plus jeune, son père aidait souvent dans les champs du village malgré son statut de seigneur, alors Nigain lui apportait son déjeuner tous les jours. Lorsqu'il faisait une pause, les villageois disaient tous au père de Nigain à quel point ils étaient reconnaissants que le seigneur les aide, mais le père de Nigain ne voyait pas cela comme quelque chose d'extraordinaire. Nigain l'admirait toujours, car il n'était ni arrogant ni faible, alors tout le monde l'aimait. Mais Nigain, quant à lui, était maladroit et souvent malade, alors les villageois le regardaient toujours avec pitié. Le père de Nigain lui disait d'aller jouer avec les autres enfants du village pendant qu'il terminait son travail au champ, alors Nigain essayait de le faire. Mais lorsqu'il s'approchait de quelques enfants et leur demandait s'ils pouvaient se joindre à leur jeu, tous les enfants s'enfuyaient. Ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles Nigain était toujours malade, alors ils pensaient qu'il tomberait malade aussi s'ils le laissaient jouer. Nigain reste là, seul, se demandant pourquoi personne ne veut jouer avec lui, alors il se dirige vers une ruelle sombre pour pleurer toutes les larmes de son corps. Une fois qu'il a fini, il retourne dans la rue, mais au coin de la rue, il entend 3 hommes parler d'une rumeur qui circule.
Apparemment, les gens croient que Nigan est adopté, car il ne ressemble en rien à son père, et dès que Nigan entend cela, il se met à courir, refusant de croire qu'il est adopté. Il finit par trébucher, tombant la tête la première dans une flaque d'eau, et c'est à ce moment-là, alors que Nigan était au plus bas, qu'il a rencontré Shadow. Shadow avait tout planifié et a dit qu'il serait l'ami de Nigan tout en étant très encourageant. Il a dit à Nigan que peu importait s'il était différent de son père, car il pouvait simplement être lui-même, et Nigan avait vraiment besoin de quelqu'un à qui parler, alors il a accepté Shadow comme ami en ignorant un peu le fait qu'il était apparu dans une flaque d'eau. À partir de ce moment, Shadow a traité Nigan comme un véritable ami pour gagner sa confiance. Mais un jour, alors que Nigan traversait les couloirs, il a remarqué que son père avait l'air assez malade, alors il est venu vérifier son état. Le père de Nigan l'a remercié pour son inquiétude, mais il a juste été touché par un peu de miasme, alors il se sentait plutôt mal. Nigan était vraiment inquiet, alors il a demandé à Shadow s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour améliorer l'état de son père, et Shadow a immédiatement réalisé que c'était une opportunité de manipuler Nigan, alors il lui a dit qu'il connaissait une herbe médicinale qui poussait dans la forêt. Il dit à Nigan de vérifier le livre à côté de lui pour plus d'informations, et lorsque Nigan feuillette les pages, il trouve une page sur l'herbe anti-poison. Nigan est vraiment excité, car avec cela, son père devrait pouvoir se rétablir, et Shadow a un sourire maléfique pendant tout ce temps. Nigan récupère immédiatement de l'herbe et l'utilise pour préparer un thé à son père, lui disant que cela l'aidera à combattre sa fatigue. Et comme tout père aimant, il fait entièrement confiance à son fils, pensant qu'il ne lui donnerait jamais quelque chose de mauvais, alors il ne vérifie pas quelle plante a été utilisée pour faire le thé et le bois. Il dit à Nigan que le thé était délicieux et le remercie d'être si attentionné, et il est sûr qu'un jour Nigan deviendra un bon seigneur avec ce grand cœur. Le temps passe, et l'état du père de Nigan ne fait qu'empirer malgré tout le thé soi-disant médicinal que Nigan lui donne chaque jour, jusqu'à ce qu'un matin, alors que Nigan vient lui apporter une tasse de thé comme d'habitude, il le trouve mort. Nigan est dévasté par la perte de son père, mais le seul ami qu'il a est Shadow, alors il est la première personne à qui Nigan se confie. Avec la mort de son père, Nigan est sur le point d'hériter du domaine de Reshik, mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse le gérer aussi bien que son père. Shadow dit à Nigan qu'il est un pleurnichard immature, et qu'il gâcherait probablement la région s'il était laissé à lui-même, mais qu'il ne s'inquiète pas, car Shadow lui dira exactement ce qu'il doit faire pour être un bon seigneur féodal, et il n'y a aucun moyen qu'il tromperait Nigan pour qu'il sacrifie son peuple sans raison. Ainsi, Nigan faisait entièrement confiance à Shadow à l'époque, et Shadow passait chaque instant à se moquer intérieurement de Nigan pour sa stupidité. Revenons au présent, Shadow décide enfin de dire la vérité à Nigan et révèle que Nigan est la raison de la mort de son père. Nigan ne peut pas croire ce qu'il entend, car il est sûr que son père est mort à cause d'une maladie, et tout ce qu'il a fait, c'est lui donner de l'herbe anti-poison pour l'aider à aller mieux. Mais à ce sujet, Shadow a utilisé la magie pour changer la description de la plante dans le livre que Nigan a utilisé, donc ce qu'il donnait à son père n'était pas de l'herbe anti-poison, c'était de l'herbe empoisonnée. Nigan est incrédule et ne comprend pas pourquoi Shadow ferait une telle chose, mais Shadow trouvait simplement cela amusant. Après tout, Shadow est un démon. Son plan initial était de prendre le contrôle du corps du père de Nigan et d'utiliser sa position de seigneur pour envoyer des gens en enfer, mais ce vieil homme ne baissait jamais sa garde, et il n'aurait certainement pas fait confiance aux paroles d'un reflet dans une flaque d'eau, donc Shadow n'a jamais pu le contrôler. Nigan, en revanche, était si désespéré d'avoir un ami qu'il a cru chaque mot que Shadow disait, et grâce à sa stupidité, Shadow a pu envoyer pas mal d'humains dans le royaume des démons. Mais cette partie du jeu de Shadow est terminée, alors il inflige une dernière blessure émotionnelle à Nigan et lui dit qu'il a vraiment été adopté, car son faible esprit ne pouvait jamais être lié à son père, et cela plonge Nigan dans un désespoir total. Maintenant que Nigan a perdu la raison, Shadow est libre de prendre le contrôle de son corps, alors il se présente comme le vicomte des 5 rangs démoniaques, et maintenant N va devoir s'occuper de lui. N demande à Shadow ce qu'il a fait de Nigan, mais Shadow lui répond que Nigan est toujours là, il n'a juste plus le contrôle de son corps pour le moment. Il a fallu un certain temps pour briser Nigan suffisamment pour qu'il perde le contrôle de son corps, mais après un peu de manipulation émotionnelle, Nigan devrait revenir à tout moment. N est furieux que Shadow ait fait une chose pareille, mais Shadow lui rétorque qu'il est la raison pour laquelle le corps de Nigan a été volé. Après tout, Shadow n'aurait pas eu à faire cela si elle n'était pas venue. Shadow était parfaitement heureux de simplement s'amuser avec Nigan et d'envoyer les villageois dans le monde des démons un par un. Mais N a dû venir tout gâcher, alors Shadow dit qu'il va devoir tuer N lui-même, et il sait très bien qu'N ne fera rien pour lui faire du mal, car s'il essaie de tuer Shadow, il finira par tuer Nigan aussi. Shadow attaque N, qui esquive et tente de le retenir dans une barrière, mais Shadow s'en libère facilement car il peut utiliser des arts anti-esprit, donc une barrière de cette envergure n'est rien pour lui. N pourrait probablement le retenir s'il mettait toute sa puissance dans la barrière, mais Shadow ne lui en laisse pas l'occasion. Il invoque plusieurs monstres pour attaquer les villageois, forçant N à aller les sauver.
Il érige un mur pour éloigner les monstres et dit aux villageois de fuir pendant qu'ils le peuvent encore, mais Shadow n'a pas l'intention de les laisser partir. Il invoque davantage de monstres et détruit la barrière, permettant aux créatures d'attaquer les villageois. N refuse de laisser qui que ce soit se faire blesser, alors il crée plusieurs clones de lui-même et les envoie protéger les villageois, mais cela ne suffit pas à sauver tout le monde. Un homme se fait attraper, et au moment où N est distrait, Shadow se faufile et lui assène un coup de poing en plein visage. Shadow commence alors à frapper N sans relâche. N est sur le point de parer l'attaque, mais à la dernière seconde, il réalise que cela blesserait Nigan, alors il utilise à la place sa compétence forteresse immuable pour se défendre. Les attaques de Shadow ne font plus de dégâts, mais N ne peut plus bouger de cet endroit. Il sait qu'il doit arrêter Shadow, mais s'il riposte, il risque de blesser Nigan, et N ne veut pas faire ça. Shadow se moque de N, lui disant que tuer Nigan est la seule façon de mettre fin à tout cela, mais il sait que des héros comme N ne feraient jamais ça. Honnêtement, il est stupéfait qu'N essaie encore de sauver Nigan, car s'il tuait simplement Nigan, il pourrait sauver tous les gens actuellement attaqués par les monstres. Cependant, N refuse de faire cela. Il déteste l'idée de sacrifier une personne pour en sauver la majorité, car il veut sauver tout le monde. Alors, il commence à appeler Nigan, lui demandant de se réveiller et de reprendre le contrôle de son corps. Shadow rit et dit à N que Nigan a déjà fermé son cœur, donc il n'y a aucun moyen que les paroles d'N l'atteignent. Mais malgré tout, N ne veut pas abandonner, alors il avance à travers les coups de Shadow, l'attrape par le col et lui donne un coup de tête tout en disant à Nigan qu'il est là pour l'aider. Pendant ce temps, dans la tête de Nigan, il est coincé dans une pièce sombre et vide, souhaitant n'avoir jamais existé, car le village se serait mieux porté sans un faible comme lui comme seigneur. Mais soudain, il entend la voix d'N qui l'appelle. N rappelle à Nigan que lorsqu'ils se sont rencontrés plus tôt, Nigan avait dit qu'il voulait protéger le domaine de Reshik, et même s'il a été trompé pour agir de la mauvaise manière, N sait que Nigan voulait vraiment protéger ce domaine. Alors, il lui demande de regarder au plus profond de son cœur et de se souvenir de la raison pour laquelle il tient tant à ce domaine. Nigan se souvient du temps passé avec son père lorsqu'il s'occupait de ce domaine. Peut-être voulait-il devenir comme lui, mais ce n'est pas la seule raison. Nigan a toujours adoré son père, car partout où il allait, il était entouré de visages souriants, et c'était parce qu'il prenait soin de son domaine, et les gens du domaine tenaient à lui. Dehors, les villageois se font toujours attaquer, mais un homme comprend qu'on peut tuer les monstres en visant leurs yeux, alors ils peuvent maintenant se défendre. L'homme dit aux autres qu'il s'avère que Nigan était contrôlé par un démon, donc ils doivent aller l'aider. Mais, compréhensiblement, les villageois demandent pourquoi ils devraient aider Nigan après tous les problèmes qu'il leur a causés. L'homme comprend que tout le monde est en colère contre Nigan, et honnêtement, lui aussi, mais ils ont déjà décidé de se battre pour protéger leur foyer, alors ils sauvent d'abord tout le monde, et ils verront ensuite quoi faire avec Nigan. Nigan sait que ce qu'il a fait est impardonnable, et même si c'est parce qu'il a été manipulé par Shadow, il aurait dû comprendre avant que tout cela n'arrive. Ce sera difficile de faire face aux villageois après tout le mal qu'il a causé, mais s'il ne le fait pas, il ne pourra jamais avancer. Alors, Nigan se lève et fait ses premiers pas pour reprendre le contrôle de son corps et assumer la responsabilité de ses actes. Pendant ce temps, Shadow vient de reprendre conscience après avoir été assommé par le coup de tête d'N, et il dit à N que quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais atteindre Nigan, mais à l'instant suivant, son corps se fige. Nigan se bat pour reprendre le contrôle de son corps, mais Shadow lui crie d'abandonner, car quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais le faire quitter son corps. Mais Nigan est prêt à accepter cela, tant qu'il peut emmener Shadow avec lui. Alors, il sort un couteau et se poignarde en plein cœur. Elle ne peut pas croire ce qui vient de se passer, alors il essaie de se précipiter vers Nigan pour le sauver, mais Ursula lui dit d'arrêter, car ils ne peuvent pas laisser le sacrifice de Nigan être vain. Dans l'esprit de Nigan, Shadow maudit Nigan d'être assez fou pour se poignarder, mais Nigan a déjà accepté son sort. Avant de mourir, il a quelque chose à dire à Shadow. Il avait un pressentiment que Shadow n'était pas une illusion ordinaire, mais il a décidé de l'ignorer car il pensait que Shadow était son ami, et même s'il savait que Shadow l'utilisait, il le considère toujours comme un ami. Quand ils se sont rencontrés, Shadow faisait peut-être semblant, mais ses paroles gentilles et ses conseils ont vraiment aidé Nigan, alors il veut le remercier malgré tout. Shadow est dégoûté par la sentimentalité de Nigan et le traite de stupide, lui disant que s'il veut mourir, il peut le faire seul, car Shadow ne reste plus là. Shadow quitte le corps de Nigan et commence à s'enfuir pour trouver un nouvel hôte, et il se dirige droit vers Mia, mais avant qu'il ne puisse la posséder, N lance son épée à travers le corps de Shadow. N se précipite ensuite pour vérifier l'état de Nigan, et après avoir retiré le couteau de son cœur, il essaie de le soigner. Il essaie de se rassurer en se disant que Nigan ira bien, car la magie de guérison de Yuri est assez puissante pour soigner n'importe quelle blessure, mais Nigan est déjà trop affaibli, et il n'y a rien qu'N puisse faire pour lui. C'est alors que Yuri arrive et dit à N de ne pas abandonner, car quoi qu'il arrive, elle va s'assurer que Nigan revienne. Pendant ce temps, dans la tête de Nigan,
Il se tient dans l'obscurité totale lorsqu'il voit une main tendue vers lui. Nigin se réveille peu après, et En et Yuri sont ravis de le voir vivant, mais Nigin n'est pas du tout heureux d'être en vie. Il crie après eux pour l'avoir ramené à la vie, car mourir était la seule façon pour lui d'expier tout le mal qu'il a causé au village. Cependant, En lui dit qu'il n'est jamais juste de sacrifier une vie, et même si Nigin essaie de se sacrifier, En ne le permettra pas. De plus, ce n'est pas comme si les villageois voulaient sa mort. Ils peuvent en vouloir à Nigin pour avoir causé la mort de tant de leurs amis et de leur famille à cause des démons, mais sa mort ne ramènera personne. C'est pourquoi ils attendent de Nigin qu'il vive et qu'il expie ses actes en assumant les conséquences de ses actions. Nigin comprend enfin ce qu'il doit faire, alors il remercie les villageois d'avoir donné une seconde chance à quelqu'un d'aussi indigne que lui. Yuri et En sont contents que tout se soit bien terminé, mais Yuri a trop utilisé ses pouvoirs, alors elle manque de s'évanouir. En lui demande si elle va bien, et elle répond qu'elle est juste un peu fatiguée, alors En la porte jusqu'à un arbre pour qu'elle se repose. Tout le monde veille sur Yuri pendant qu'elle se repose, et Pina a du mal à croire que Yuri se soit poussé à ce point pour sauver une seule personne. Soudain, Alice remarque quelque chose et attire l'attention de Yuri en pointant le corps de Shadow. Shadow est toujours en vie ou du moins un petit fragment de lui, alors il commence à ramper pour s'échapper, mais avant qu'il ne puisse aller loin, Pina le piège dans une barrière. En vient voir ce qui se passe, et elle lui dit que Shadow essayait de s'échapper. En dit qu'il s'en occupera et qu'il a quelques questions à lui poser, comme pourquoi les démons le ciblent et quel est leur objectif. Shadow dit qu'il ne va pas trahir ses amis démons, mais En le menace de l'anéantir, alors Shadow commence à parler. Il dit à En qu'un ordre a été donné pour le tuer au plus vite, mais alors qu'il est sur le point de révéler le nom de la personne qui a donné cet ordre, il explose. Ursula suppose que celui qui est derrière tout cela a dû placer un sort de mort qui s'active si un démon essaie de révéler des informations sensibles. Plus tard dans la soirée, En annonce à tous les villageois que le démon est enfin mort, et il le remercie pour son aide, mais Mia est triste car cela signifie qu'En va quitter leur village. Cependant, En la rassure en disant qu'il reviendra bientôt leur rendre visite. Nigin remercie également En pour avoir protégé le village, et bien qu'il sache qu'il n'est pas en position de demander des faveurs à En, il aimerait qu'il continue à soutenir le domaine de Reshik. Ce domaine est constamment attaqué par des monstres, mais simplement avoir le soutien d'En pourrait servir de dissuasion, alors Nigin supplie En de continuer à les aider. Les villageois disent à En qu'ils ont l'intention de se battre pour protéger leur foyer, mais avoir son soutien serait très rassurant, alors ils aimeraient qu'il continue à les aider autant que possible. En est surpris par cette demande soudaine, et une chose en entraînant une autre, il finit par devenir le nouveau seigneur du domaine de Reshik. En est choqué d'apprendre qu'il est nommé seigneur, mais le roi avait l'intention de lui accorder un titre de noblesse de toute façon en récompense de ses actes nobles, et à sa surprise, Nigin a lui-même demandé à transférer son titre à En. Il s'est ensuite rendu et est actuellement en prison pour les crimes qu'il a commis. En a réussi à apaiser les troubles dans la capitale royale tout en exposant les ténèbres du domaine de Reshik et en vainquant un démon, il est donc juste qu'il reçoive une récompense appropriée. C'est pourquoi le roi a décidé de donner à En le contrôle du domaine de Reshik. En est honoré, mais il ne sait pas s'il doit accepter, car il ne peut pas garantir qu'il pourra remplir ses devoirs de seigneur, mais Jasper lui dit de ne pas s'inquiéter, car il peut s'occuper de toute la paperasse pour En. De plus, si En devient un noble, il pourra établir toutes sortes de connexions, ce qui pourrait l'aider à recueillir des informations sur les donjons secrets. Quand Jasper le présente ainsi, l'idée d'être un seigneur ne semble pas si mauvaise, alors En dit au roi qu'il accepte la position. Le roi est ravi de l'entendre, et la princesse l'est encore plus, car maintenant qu'En est un noble, il n'est plus contre les règles de la famille royale qu'elle l'épouse.